vais déjà vous souhaiter la bienvenue à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, où nous avons le très grand plaisir de vous accueillir. Nous avons, comme pour toutes nos conférences, un public de très grande qualité. Aussi, je vous remercie d'être venus ce soir dans le cadre de cette conférence qui se tient dans le cadre du festival NUMOC, qui est dédié aux cultures numériques. Donc pour cette édition 2023, la perspective des Jeux Olympiques se précisant chaque jour davantage, nous avons orienté ce festival autour de l'e-sport. Je ne sais pas si on prononce correctement, si e-sport, ça va, ouf. Cette conférence de ce soir est sur la sociologie des communautés dans l'e-sport. Lorsque j'ai lu l'intitulé, je me suis dit, oulala, je ne connais pas trop grand-chose en e-sport. Et puis après, j'ai réfléchi un petit peu. En fait, si, j'en connais parce que j'ai moi aussi joué sur les jeux. Et quoi que puissent laisser penser mes cheveux gris, j'ai aussi, moi, entendu, mais tu vas lâcher ça, oui, retourne lire, ou viens, c'est l'heure de dîner. Voilà, donc à toutes les mamans qui peuvent être là ce soir, c'est pas parce qu'un enfant joue qu'il fera des bêtises ou rien de bien. Petite transition tout de même, parce que les communautés qui pratiquent le e-sport sont en train de, j'allais dire, prendre une existence plus importante et de ne non plus se définir en creux, mais de se définir en plein et en tant que tel. Pour parler de ces communautés sur le e-sport, nous avons invité Nicolas Bezombe. Nicolas, vous êtes maître de conférence en STAPS, Sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'Université de Paris-Cité. Et vous êtes, j'allais dire, le champion du sujet, en tout cas pour ce soir. Voilà, juste pour vous donner quelques petits éléments de contexte, la pratique de ce sport via l'informatique, je ne sais pas trop si on peut le dire comme ça, est un phénomène relativement récent, mais depuis les années 2015 qui va croissant et surtout se professionnalisant. Donc c'est un petit peu tout ce dont va nous parler Nicolas ce soir. Je lui laisse la parole. L'organisation est en général assez classique. Nous laissons notre intervenant nous raconter plein de choses intéressantes. Et après, nous avons un temps d'échange avec lui, de questions-réponses, pour lesquelles je me déplacerai parmi vous pour vous donner le micro. Cette conférence étant enregistrée, nous essayons de faire en sorte de pouvoir ensuite en garder la mémoire. Les bibliothèques sont un lieu de mémoire. Nicolas, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et encore un grand merci pour l'invitation et l'accueil dans ce magnifique lieu que je découvre alors que j'habite pas loin et je m'en veux de ne pas l'avoir découvert avant. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Sur un soir de semaine en plus, j'apprécie énormément et effectivement, comme cela a été dit, moi je vais venir vous parler donc ce soir d'e-sport. On va définir ensemble justement quelle est cette pratique, cette discipline et puis principalement de ses pratiquants entre autres et de ce qui peut finalement être qualifié de culture, en fait, de pratique culturelle et sportive, un petit peu à la croisée de ces deux mondes. Et donc, juste peut-être me présenter très rapidement, puisque on va passer quelques dizaines de minutes ensemble, voire un peu plus. Donc effectivement, moi je suis enseignant-chercheur, donc mon métier c'est de partager mon temps entre l'enseignement à des étudiants à la fois qui sont donc en sciences du sport, qui se prédestinent pour la plupart à devenir enseignants d'EPS, mais pas que, qui vont travailler dans le champ sportif au sens large, et donc de l'enseignement et puis de la recherche. Et depuis mes travaux de thèse de doctorat, donc, qui se sont déroulés entre 2012 et 2016, je me suis intéressé donc à cette discipline qu'on appelle le sport électronique, et donc sa contraction qui est l'e-sport. Alors que moi-même, je ne suis pas spécialement un joueur de jeux vidéo. Comment est-ce que j'ai fait pour en tout cas m'intéresser à cette discipline? C'est qu'autour de moi, dans mon entourage amical proche, des amis qui sont mes amis depuis le temps du collège, donc depuis plus de 25 ans maintenant. Par contre, là, j'ai dans ces amis des gens qui jouent beaucoup, qui jouent en compétition à travers des jeux vidéo, certains qui organisent des compétitions, et parce que je m'intéresse à mes amis, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient, et donc c'est à cette pratique. Mes thématiques de recherche
vont à la fois de la dimension sportive de l'e-sport, à la fois donc dans l'implication motrice et l'engagement corporel des joueurs, aux questions d'institutionnalisation et de gouvernance de la discipline. Et de manière générale, aujourd'hui, j'ai un petit peu réorienté mes recherches autour de ce que j'appellerais la durabilité du secteur, à la fois la durabilité dans sa dimension sociale, sur les questions de diversité, d'inclusion, la diversité aussi économique, sur les questions de modèle économique du secteur, et puis les questions de durabilité environnementale, sujet qui est encore assez peu abordé aujourd'hui dans le secteur du jeu vidéo et de l'e-sport en particulier. Et parallèlement à mon activité professionnelle, qui me prend déjà pas mal de temps, j'ai aussi une activité associative, comme beaucoup d'entre nous. Et cette activité associative, je l'effectue au sein d'une association qui s'appelle France e-sport, qui est une association qui a été créée en avril 2016 et à la demande des pouvoirs publics et plus particulièrement du secrétariat d'État chargé au numérique, et qui représente l'ensemble des acteurs de la filière de l'e-sport en France, c'est-à-dire à la fois qui représentent des joueurs, qui représentent des clubs associatifs, des clubs professionnels, des organisateurs d'événements, des médias, des diffuseurs, des agences, et puis les créateurs de ces jeux, que l'on appelle les développeurs et les éditeurs de jeux. Et pendant 2 mandats, j'ai été le vice-président en charge des questions de santé, de société et d'éducation au sein de cette association. Et aujourd'hui, je ne fais plus partie du conseil d'administration, mais je suis toujours très impliqué au sein de l'association de manière totalement bénévole. Et puis j'ai une dernière activité de conseil, on va dire, auprès des mouvements sportifs et olympiques, et puis aussi des collectivités territoriales françaises qui peuvent me solliciter quand elles ont des questions autour en tout cas des réflexions autour d'une stratégie autour de l'e-sport. Donc voilà un petit peu pour cette brève présentation de moi-même. Vu qu'on va parler d'e-sport, bien évidemment, pour être bien sûr que toutes et tous on soit à peu près au même niveau et qu'on sache bien de quoi on parle, je vais prendre un tout petit temps pour traiter des aspects définitionnels. Juste en guise d'introduction sur cet aspect-là, sachez juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la définition de ce qu'est cette pratique, ni dans la littérature scientifique, ni même au sein des communautés et du secteur, puisque dans la littérature scientifique, on dénombre déjà plus d'une 60aine de définitions de cette discipline, et même pour les instances qui se veulent représentatives de cet écosystème, même là, il n'y a pas finalement de consensus. Donc la définition que je viens vous présenter, c'est la mienne. Elle se base sur, bien évidemment, des travaux de recherche, mais elle est tout à fait sujette à la critique, bien évidemment, et elle est potentiellement mouvante, puisque comme on est sur une pratique qui est relativement récente, c'est une pratique qui est en mutation constante, et la frontière entre ce qui était de l'e-sport et ce qui n'en est pas, eh bien, évolue constamment d'année en année. Et donc, lorsque l'on parle d'e-sport, finalement, en tout cas, voilà la définition que je vous en donne, c'est qu'on parle d'affrontements qui sont simultanés entre des joueurs lors de compétitions qui sont organisées et réglementées sur des jeux vidéo. Pour moi, il y a 4 critères essentiels lorsque l'on parle d'e-sport. Il y a d'abord cette idée d'affrontement simultané. Ça veut dire qu'on est sur un affrontement qui est synchrone, qui n'est pas différé, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à affronter le jeu vidéo et puis ensuite quelqu'un d'autre va à son tour chercher à affronter le jeu vidéo pour faire le meilleur score ou le meilleur temps, mais on s'affronte bien en même temps, de manière simultanée, par l'intermédiaire d'un jeu vidéo, quel que soit le type de jeu vidéo. Ça peut être des jeux vidéo de sport, comme on pourrait y penser, mais ça peut être aussi également des jeux vidéo de combat, des jeux vidéo de stratégie, des jeux vidéo de cartes, des jeux vidéo de réflexion. Et ces affrontements simultanés sur des jeux vidéo se déroulent lors de compétitions qui sont organisées sous forme de tournois, sous forme de championnats, sous forme de ligues. Et ces tournois, ces championnats et ces ligues sont eux-mêmes réglementés. C'est-à-dire que ces règlements vont définir les conditions de participation, le format des rencontres, le matériel qui est autorisé et proscrit, les comportements qui sont autorisés et proscrits, le rôle des arbitres, puisqu'il y a aussi des arbitres dans ces compétitions, et puis le répertoire des sanctions qui est à leur disposition. Et ces affrontements, ils peuvent se dérouler sur n'importe quel type de support, bien évidemment sur des ordinateurs, mais aussi sur des consoles, et même sur des téléphones et des tablettes. Ils peuvent prendre la forme d'affrontements finalement de duels d'individus, comme vous pouvez le voir en haut sur l'image du dessus, ou de duels d'équipes, comme vous pouvez le voir sur l'image du dessous, voire même d'affrontements à plusieurs, mais chacun pour soi. Et souvent, les confusions que l'on peut retrouver lorsque l'on ne connaît pas forcément cette pratique, c'est de confondre l'e-sport avec ce qu'on appelle les simulations de sport ou les sports connectés. Et effectivement, des fois, la frontière entre ces 3 pratiques peut être
assez fine. Lorsque l'on parle de simulation sportive, en fait, on parle d'un phénomène de virtualisation du sport, c'est-à-dire qu'on va finalement, ce sont donc tous les jeux vidéo qui miment des activités sportives réelles existantes. Et dans ce cas-là, en fait, on va transformer un sport en octet, en langage binaire, en 0 et en 1. Et donc, c'est tous les jeux de sport, comme par exemple le jeu FIFA qui mime le football, le jeu NBA 2K qui mime le basket, et tous ces autres sports-là. Et puis, ce qu'on appelle les sports connectés, en bleu, c'est plutôt, cette fois-ci, toutes les activités sportives auxquelles on va venir ajouter des éléments numériques, qui donc sont plutôt de l'ordre de la digitalisation du sport. Ces éléments numériques, ils sont d'ailleurs pas forcément vidéoludiques, c'est-à-dire c'est pas forcément des jeux vidéo, ça peut être juste des applications numériques. Et dans ce cas-là, c'est généralement, on vient soutenir donc cette activité physique grâce à ces éléments-là dans des objectifs soit de performance, soit de santé ou même encore d'éducation. Alors que lorsque l'on parle de l'e-sport, eh bien l'e-sport c'est plutôt un phénomène de sportification du jeu vidéo. Et donc là, dans ce cas-là, les joueurs finalement viennent emprunter des caractéristiques fonctionnelles apparentes du sport sans forcément que l'activité soit reconnue comme un sport. Et donc ce qui finalement différencie ces trois pratiques, c'est que c'est des processus qui sont totalement opposés, puisque d'un côté, pour l'e-sport, on part du jeu vidéo, quel que soit le thème, pour finalement en faire un sport, alors que dans le cas des simulations sportives et des sports connectés, on part du sport et on vient les virtualiser et les digitaliser. Cependant, comme je vous le disais, la frontière entre ces trois pratiques peut être assez fine, dans le sens où on peut très bien faire du sport connecté sur un vélo, qui est lui connecté à un jeu qui simule des courses de vélo, lors de compétitions. Et donc dans ces cas-là, on est à la fois sur un sport connecté, sur une simulation sportive et sur de l'e-sport. Alors sur quel jeu, effectivement, est-ce que se pratique cette discipline qu'on appelle l'e-sport? Et là, je vais prendre, on va dire, ma casquette de chercheur en sciences du sport et faire une analogie avec le monde sportif. C'est que derrière le terme sport, finalement, en fait, se cache une multitude de disciplines sportives. C'est-à-dire que derrière le sport, vous avez les sports de raquettes, les sports de combat et les arts martiaux, vous avez également les sports collectifs de petit terrain, les sports collectifs de grand terrain, l'athlétisme, la gymnastique, la natation et ainsi de suite. Et bien finalement, avec l'e-sport, c'est un petit peu la même chose. Alors peut-être c'est un peu petit, mais vous avez une multitude de disciplines e-sportives. Derrière ce terme e-sport, vous avez des jeux de course automobile, vous avez des jeux de sport, vous avez des jeux de combat, vous avez également des jeux de tir, des jeux en arène de combat qui sont en fait des jeux de stratégie en temps réel collectif, que l'on appelle des jeux, donc des MOBA pour Multiplayer Online Battle Arena. Vous avez des jeux de stratégie en temps réel individuels, des jeux de rôle, des jeux de cartes ou encore des jeux de réflexion. Et puis un petit peu à la marge, en bas à gauche, vous avez ce que j'appelle le solo superplay. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette pratique de performance qui, au lieu d'être un affrontement simultané, est un affrontement différé. C'est-à-dire qu'on va affronter le logiciel, on va affronter l'ordinateur, la machine, la console, mais finalement, les autres joueurs vont essayer de battre ces temps-là à côté, mais ça reste une pratique de performance. Et donc je continue mon analogie avec le monde sportif. Ces disciplines sportives que j'évoquais tout à l'heure, elles-mêmes se subdivisent en une multitude d'épreuves. Donc si je prends l'athlétisme, dans l'athlétisme, vous avez les courses, les lancers, les sauts. Dans les courses, vous avez le fond, le demi-fond, le sprint. Dans le sprint, vous avez le 60 mètres, le 100 mètres, le 110 mètres haies, le 200 mètres, le 400 mètres. Eh bien, avec l'e-sport, c'est un petit peu la même chose, puisque chaque discipline e-sportive se subdivise elle-même en des sous-genres de jeux qui eux-mêmes sont composés d'une multitude de jeux qui sont pratiqués de manière compétitive. Alors le schéma ici, bien évidemment, n'est pas forcément très lisible, et sachez qu'il est loin d'être exhaustif. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 450 à 500 jeux qui ont été ou sont encore joués de manière compétitive depuis à peu près une grosse vingtaine d'années. Donc il y en a encore bien plus que cela. Ce qui devient intéressant, c'est que si vous regardez la catégorie qui est en vert foncé, donc les jeux de sport, vous voyez qu'en fait ces jeux de sport sont assez marginaux en termes de nombre dans cet écosystème e-sportif, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, c'est pas les jeux qui sont majoritaires dans les jeux qui sont pratiqués de manière compétitive.
Et je continue mon analogie avec le sport, c'est que parmi toutes les disciplines sportives qui existent, bien évidemment, aujourd'hui, vous en avez en fait que quelques-unes qui sont extrêmement populaires. Elles sont populaires pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pratiquants à travers le monde, beaucoup de licenciés à travers le monde, et puis les grandes compétitions internationales font généralement de fortes audiences. Il y a une couverture médiatique qui est très importante. Aujourd'hui, je pense, sans me tromper, pouvoir dire que le football est certainement le sport le plus populaire à travers le monde, puisqu'il y a des gens qui jouent au football partout dans le monde, il y a des fédérations nationales de football dans tous les pays du monde, et la Coupe du Monde fait partie des spectacles sportifs ou des compétitions sportives qui sont les plus regardées à travers le monde, avec certainement le Super Bowl et les Jeux Olympiques d'été. Et puis après, vous avez une multitude de sports qui, pour le coup, sont peut-être un peu plus confidentiels parce que moins de pratiquants, ou alors dans certaines zones géographiques très précises et pas dans le reste du monde, moins de licenciés, et puis dans la plupart des cas, malheureusement pour ces sports-là, une couverture médiatique qui est quasiment inexistante, même lors des grandes compétitions internationales. Et bien avec l'e-sport, finalement, c'est tout à fait la même chose. Parmi cet ensemble de jeux que vous voyez là, vous en avez en fait qu'une infime partie qui sont extrêmement populaires et une grande majorité qui sont plutôt confidentiels. Et donc parmi les jeux plus populaires, en bas à droite sur l'écran, en fait, vous avez des critères qui permettent de, on va dire, calculer cette popularité. Ces 6 critères qui sont utilisés, c'est le nombre de joueurs mensuels sur le jeu, donc ce qui correspondrait au nombre de pratiquants d'une certaine manière, les gains financiers qui sont distribués lors des compétitions, le nombre d'heures de compétition de ces jeux qui sont regardés, le nombre d'heures sur ces jeux hors compétition qui sont regardés, donc plutôt une pratique de visionnage de la pratique de loisir, on va dire, le nombre de chaînes qui diffusent ces compétitions et le nombre de tournois. Et ces 6 critères qui sont pondérés permettent de faire émerger un index, comme on appelle ça, qui permet finalement de classer les jeux en fonction de leur popularité. Alors ici, cet index, il est focalisé principalement sur les jeux qui se déroulent sur ordinateur. Donc c'est quand même une limite, puisque comme je vous disais, il y a beaucoup de jeux qui sont pratiqués aussi sur console et sur mobile. Et puis, c'est principalement les jeux qui sont énormément pratiqués en Occident. Et donc, il y a toute la partie asiatique qui est un petit peu omise. Mais parmi ces jeux-là, on retrouve des jeux comme League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, Call of Duty, Valorant, Fortnite, Rainbow Six Siege, Rocket League, Apex Legends, Call of Duty, une nouvelle fois Overwatch, et ainsi de suite. Et en gros, pour le dire simplement, on peut classer ainsi ces jeux sous forme de paliers, ce qu'on appelle des tiers, tier 1, tier 2, tier 3. C'est des paliers, et c'est les jeux de palier 1, donc les 5 jeux que vous pouvez voir en haut, qui sont certainement les jeux qui sont le plus à même de remplir des grandes salles, des grandes arènes sportives lors des compétitions internationales. Tous les autres jeux sont plutôt des jeux un peu plus confidentiels. Une autre manière de classer ces jeux en fonction de leur popularité, c'est cette fois-ci de s'intéresser qu'aux audiences des grandes compétitions internationales. Donc vous avez cette pyramide en fonction des différents jeux, et tout en haut de la pyramide, ce sont les compétitions, en tout cas ce sont les jeux dont les compétitions sont capables de réunir plus de 3 millions de personnes qui visionnent ces grandes compétitions. Et là, cette fois-ci, c'est 4 jeux qui ressortent. Et parmi ces 4 jeux, on retrouve un qu'on a vu juste avant, qui était donc League of Legends, et 3 autres qui sont des jeux mobiles. Je voulais vous montrer ça, c'était juste pour vous montrer l'impact finalement du mobile à travers le monde dans finalement les audiences de l'e-sport, mais aussi sur la popularité de ces jeux-là. Des jeux qu'on connaît moins en Occident et plus particulièrement même en Europe. Ces jeux sont énormément pratiqués en Amérique latine, en Amérique du Sud et en Asie Sud-Pacifique, dans des zones géographiques finalement où l'ordinateur et où les infrastructures numériques sont beaucoup moins développées qu'en Europe. C'est pour ça qu'en Europe, on utilise, en tout cas, on joue principalement sur PC, là où dans ces zones géographiques, on joue principalement sur mobile, puisque chacun d'entre nous qui a un smartphone, ça fait de nous finalement un e-sportif en puissance. Ceci étant dit, qui sont donc ces pratiquants et ces pratiquantes de jeux vidéo en compétition? Juste à titre indicatif, aujourd'hui, on estime en 2022 qu'en France, il y a un peu moins de 11 millions de personnes qui s'intéressent à l'e-sport, que l'on pourrait qualifier des fans d'e-sport, ce
ce qui représente environ 22% des internautes de 15 ans et plus en France, ce qui est un chiffre qui est quand même non négligeable et qui en plus est en constante croissance. Et donc ce sont des gens qui soit pratiquent l'e-sport, soit le regardent, donc sont ce qu'on appellerait des consommateurs et des consommatrices. Et en plus on parle que des gens qui ont 15 ans et plus, et forcément on se doute qu'en dessous de 15 ans il y a quand même des gens qui regardent aussi de l'e-sport. Je ne rentrerai pas trop sur les chiffres du dessous parce que j'ai envie de vous présenter tout de suite des éléments plus intéressants. C'est de la même manière que c'est pas évident de définir ce qu'est l'e-sport, c'est pas toujours évident de définir ce qu'est un e-sportif ou une e-sportive. Et donc pour ça, ce que moi j'essaie de faire, c'est d'utiliser des critères que l'on a déjà présentés juste avant pour justement catégoriser différentes typologies d'e-sportifs, que ce soit de loisirs ou amateurs, en m'inspirant forcément un petit peu du monde sportif, puisque c'est de là d'où je viens. Et de la même manière qu'on parle de faire du sport de loisirs et de faire du sport amateur, eh bien, ce que je vous propose ici, c'est de voir en fait des e-sportifs de loisirs et des e-sportifs amateurs. Et donc ces e-sportifs de loisirs, comment est-ce qu'on les caractérise? Ce sont des gens qui jouent à des jeux vidéo qui permettent l'affrontement simultané. Donc il y en a plein des jeux qui permettent l'affrontement simultané, et peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de jouer à Mario Kart, par exemple. Mario Kart qui est un jeu, ma foi, pour lequel en tout cas on ne s'imagine pas qu'il y a un aspect très compétitif, mais en tout cas on peut jouer à plusieurs en même temps sur la même partie et essayer de battre sa fratrie, de battre ses amis au sein de ce jeu. Et sachez-le, il y a même des compétitions internationales de Mario Kart, des championnats du monde. Mais bref. Donc ces e-sportifs de loisirs jouent à des jeux vidéo d'affrontement. Ils ont cette volonté d'essayer de performer à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire qu'ils essaient de se classer à l'intérieur du jeu. La plupart des jeux proposent des systèmes de classement à l'intérieur même du jeu, sous forme de divisions, comme on connaît dans le sport. Alors les divisions, au lieu de parler de division départementale, régionale, nationale, ou de division 1, division 2, division 3, dans le milieu du jeu vidéo, on aime bien prendre des analogies avec des pierres ou des choses comme ça. Donc on parle de division fer, division argent, enfin bronze, argent, or, diamant, platine et ainsi de suite. Et donc des gens qui font du jeu vidéo d'affrontement, qui cherchent à performer en se classant à l'intérieur de ce jeu, mais qui ne font pas des compétitions, c'est-à-dire qui ne font pas l'effort de s'inscrire à des compétitions organisées. C'est pour ça qu'on va parler d'e-sportifs de loisirs, c'est de la même manière que moi, pour ma part, je fais du basket. Et donc, je fais à la fois du basket en club, mais je fais aussi du basket sur les terrains que l'on peut retrouver à Paris, notamment un terrain qui est pas très loin, qui est à Saint-Paul, sur rue Charlemagne. Et sur ce terrain-là, j'affronte d'autres gens, j'essaie de performer le temps de mon match, mais c'est pas une compétition organisée, c'est une pratique de loisir. Et donc, ces e-sportifs de loisirs, on estime qu'ils sont à peu près un peu moins de 3 millions en France. Donc ça représente un peu moins de 6% des internautes de 15 ans et plus en France. Et les données sociodémographiques montrent que c'est une catégorie qui est constituée un peu plus des 2/3 d'hommes, donc une répartition qui est plutôt inégale en termes de genre, qui est composée à près de 50%, donc 46% de 15-24 ans, c'est ce qu'on appelle la génération Z, et à 25%, enfin 26% des 25-34 ans, ce qu'on appelle la génération milléniale. Ça veut dire que vous avez 75% de cette population qui est comprise entre 15 et 34 ans, et qui reste un quart de cette catégorie d'e-sportifs de loisirs qui a soit moins de 15 ans, soit plus de 35 ans. Donc on est sur une diversité générationnelle qui est plutôt relative, qui est assez concentrée pour 75% sur ces 15-35 ans, mais qui voit encore des gens un petit peu au-delà ou un petit peu en dessous finalement pratiquer. Ce qui devient plus intéressant, c'est avec notre catégorie rouge ici, les e-sportifs amateurs, qui là pour le coup constituent vraiment le cœur de cible, j'ai envie de dire, de l'e-sport, puisque ce sont des gens qui font du jeu vidéo d'affrontement, qui essaient de performer à l'intérieur de ces jeux et donc de se classer, mais qui en plus s'inscrivent à des compétitions qui sont organisées, soit en présentiel, généralement ce qu'on appelle des LAN, L-A-N pour Local Area Network, c'est-à-dire des rassemblements de joueurs en réseau local où tout le monde est présent dans la même pièce, ou alors en ligne directement sur Internet, mais qui nécessitent une inscription. Et là, eh bien, ces e-sportifs amateurs, on estime aujourd'hui en France qu'ils sont à peu près 2 millions. À titre d'information, sachez qu'en l'espace de 5 ans, ce chiffre a doublé. En 2018, ils étaient 930 000, et aujourd'hui, ils sont 2 millions.
Ça représente à peu près 4% des internautes de 15 ans et plus. Et au niveau des données sociodémographiques, comme vous pouvez voir, on est sur une pratique qui est fondamentalement très masculine, puisqu'elle est composée à 94% d'hommes, seulement 6% de femmes. Et depuis 5 ans, ces chiffres n'évoluent pas. Ça reste à peu près la même chose, malgré toutes les initiatives qui sont mises en place pour le moment pour essayer justement de démasculiniser ou de féminiser la pratique. C'est une pratique avec assez peu de diversité générationnelle, puisque 58% sont des 15-24 ans, 37% des 25-34 ans, ce qui fait que 95% de cette population est comprise entre 15 et 34 ans. Donc on est vraiment sur finalement une concentration autour de ces générations millennials et génération Z, et une population qui est constituée à 45% de catégories socio-professionnelles supérieures, des CSP+, sachant que la moyenne des Français est aux alentours de 28%. Les raisons qui peuvent expliquer cela, entre autres, sont le fait que le matériel informatique coûte assez cher. Vous avez encore des foyers en France qui ne sont pas équipés de matériel informatique, et que pour pouvoir jouer à ces jeux vidéo, eh bien, finalement, il faut tout de même avoir un investissement qui reste non négligeable et qui n'est pas finalement accessible à l'ensemble des foyers français. Donc on est sur, si je devais caricaturer chez les e-sportifs amateurs, des populations qui sont majoritairement, donc l'e-sportif amateur, c'est plutôt un homme, plutôt jeune et plutôt issu de milieux sociaux favorisés. Pour vous montrer un petit peu comment ça se répartit sur le territoire français, l'Île-de-France est la région la plus dynamique, en tout cas qui est, représente et composée du plus grand nombre d'e-sportifs amateurs, donc c'est-à-dire de gens qui font des compétitions, devant la région sud, donc anciennement PACA et Corse, que l'on appelle la région sud, et puis parmi les régions qui sont peut-être un petit peu moins constituées de compétiteurs, on va retrouver les régions Bretagne, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Donc ici, le territoire francilien est extrêmement dynamique concernant l'e-sport, donc beaucoup de pratiquants. La France et Paris, plus particulièrement, accueillent beaucoup de compétitions, notamment internationales, parce qu'on a la chance à Paris d'avoir beaucoup d'espaces d'accueil de grandes compétitions, en tout cas d'espaces d'accueil on va dire, de manifestations culturelles et sportives, et donc qui peuvent accueillir des compétitions. Et puis on a à peu près la moitié des acteurs du secteur e-sportif qui sont basés à Paris, ce qui fait que ça crée un très fort dynamisme. Et de la même manière, 40% des associations e-sportives qui existent en France se situent là aussi en Île-de-France. Donc on a vraiment un tissu associatif qui est très présent sur le territoire francilien. Et en plus, on a la chance d'avoir la ville de Paris notamment, qui porte encore actuellement une politique publique autour de l'e-sport depuis quelques années, et qui est menée notamment par à la fois le service des sports de la ville, mais aussi le service de l'innovation. Alors à quoi est-ce qu'ils jouent finalement ces joueurs, ces e-sportifs ? Là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la distinction entre, d'un côté, les e-sportifs de loisirs et de l'autre, donc nos e-sportifs amateurs. C'est qu'on remarque que ces deux typologies finalement de pratiquants ne plébiscitent pas ou ne privilégient pas forcément les mêmes types de jeux. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est de regarder les pourcentages de ces jeux. Ce qu'on voit dans la catégorie des e-sportifs de loisirs, en bleu, c'est qu'il y a une répartition qui est plutôt assez bien répartie, en l'occurrence, des genres de jeux qui sont pratiqués. Ce qui signifie qu'il n'y a pas, finalement, un genre de jeu qui ressort en particulier, et que c'est des catégories, en tout cas une typologie de pratiquants qui est un petit peu touche à tout, hétérogène, protéiforme, qui s'essaie à de multiples genres de jeux. Alors on retrouve tout d'abord aux deux premières places ce qu'on appelle les Battle Royale. Donc c'est un genre généralement de jeu de tir, mais c'est pas forcément que des jeux de tir, mais où le principe c'est des dizaines, voire des centaines parfois de joueurs au sein de la même partie, jouent chacun pour soi et essaient d'être les derniers encore présents, encore en vie à la fin de la partie, de la même manière en fait que si vous connaissez cet ouvrage ou ce film qui s'appelle donc Battle Royale ou Hunger Games, c'est un petit peu cette idée-là, quoi. Et puis on retrouve juste après les jeux de tir
qui sont les deux genres de jeux qui sont plébiscités. Donc parmi les Battle Royale, l'un des plus connus, certainement, c'est Fortnite. J'imagine que pour les parents, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Fortnite depuis 2018. Et parmi les jeux de tir qui sont énormément plébiscités, on va retrouver notamment un jeu qui s'appelle Call of Duty, qui est aussi une licence qui est beaucoup appréciée. Juste après, en troisième position, on trouve les jeux de sport, donc FIFA, notamment en France. Sachez juste que FIFA, c'est le bien culturel qui est le plus vendu en France depuis, je crois, une petite dizaine d'années maintenant, devant les livres, devant les films. C'est le bien culturel qui est le plus vendu. Donc on a notamment en France une vraie appétence pour ce jeu-là. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle les jeux de course en arcade. Donc là, c'est pas tant des jeux de course qui simulent réellement les courses automobiles, mais plutôt qui utilisent des bolides, mais dans des univers un peu fantaisistes. Et là, notamment en France, on a un jeu qui a été créé par un studio qui s'appelle Nadeo et qui est édité par finalement le plus gros éditeur qui est un petit peu l'étendard français qui s'appelle Ubisoft. Et ce jeu s'appelle Trackmania. C'est certainement le jeu qui est le plus plébiscité dans ces jeux de course en arcade. Et puis enfin, on retrouve les jeux en arène de combat. Donc c'est jeux de stratégie en temps réel collectif. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt League of Legends qui est pas mal plébiscité. Si on regarde chez nos e-sportifs amateurs, ce qui est tout de suite frappant, c'est de voir qu'il y a deux genres de jeux qui, finalement, phagocytent d'une certaine manière l'ensemble de cette catégorie, qui sont extrêmement plébiscités, puisque les pourcentages sont très élevés. C'est d'un côté les jeux de tir, et juste à côté les jeux en arène de combat. Et donc les jeux de tir, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que ce n'est pas tout à fait les mêmes jeux de tir qui sont pratiqués par les e-sportifs amateurs que par les e-sportifs de loisirs, puisqu'ici, en l'occurrence, c'est deux jeux qui sont extrêmement plébiscités par les e-sportifs amateurs. C'est tout d'abord un jeu qui s'appelle Counter-Strike, qui a plus d'une vingtaine d'années, qui a connu différentes itérations, qui ont différents noms, mais Counter-Strike. Et puis un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Valorant, qui aujourd'hui est un petit peu sur le même principe que Counter-Strike, un jeu très tactique, qui est énormément pratiqué en compétition et qui suscite beaucoup d'intérêt. Et puis parmi les jeux en arène de combat, c'est cette fois-ci comme pour les e-sportifs de loisirs, c'est toujours ce jeu League of Legends, qui est, comme on a pu le voir juste avant, le jeu le plus populaire en Occident, à la fois en termes de nombre de pratiquants et en termes d'audience. Et puis après, vraiment, on a trois autres genres de jeux qui sont, on va dire, au coude à coude, mais qui sont très loin derrière les jeux de tir et les jeux en arène de combat. Donc les Battle Royale, donc on a déjà évoqué avec Fortnite. Là, en l'occurrence, c'est pas tant Fortnite qui est beaucoup privilégié, mais c'est plutôt un mode de Call of Duty qui s'appelle Warzone, notamment. Puis les jeux de combat, sur lesquels je reviendrai à la fin de la conférence, parce que j'aimerais faire un focus plus particulier sur les jeux de combat. Là, Smash Bros Ultimate, Street Fighter, Tekken, qui sont les jeux les plus joués. Et puis les jeux de sport en arcade, vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes jeux de sport, enfin c'est pas la même icône, et puis c'est pas la même appellation que pour les e-sportifs de loisirs, puisque c'est pas des jeux qui simulent des sports, mais des jeux qui finalement s'inspirent du sport tout en les mettant dans des univers fantaisistes. Et là en l'occurrence c'est un jeu qui s'appelle Rocket League. C'est un jeu de voiture avec lesquels on fait du football ou du basket. Donc on contrôle une voiture avec un gros ballon et on essaie généralement de marquer des buts, et il existe aussi un mode de basket. Et là encore, on voit une différence marquée entre ces deux catégories, ces deux typologies, dans le temps qui est consacré à la pratique et donc dans l'investissement qui est mis en œuvre par ces joueurs, puisque les e-sportifs de loisirs, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont 41% à passer plus de 5 heures par semaine à jouer. Donc on est sur finalement une proportion tout à fait raisonnable. Là où chez les e-sportifs amateurs, ils sont 75% à jouer plus de 5 heures par semaine. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des gens dont c'est l'un des loisirs sur lequel ils passent le plus de temps et sur lequel, en tout cas, ils sont extrêmement engagés. Et puis ces e-sportifs amateurs, on a dit ce sont ceux qui font des compétitions, et on a dit que ces compétitions, elles pouvaient se passer soit en présentiel, lors de ces rassemblements physiques qu'on appelle des LAN, soit en ligne, sur Internet. Et là, je vous ai mis sur ce slide l'évolution, en fait, sur les dernières années, là où se déroulent ces compétitions. Donc pour les e-sportifs amateurs, donc en 2019, vous aviez finalement 35% des compétiteurs qui faisaient que des compétitions en ligne, 12,9%, donc 13% qui faisaient que des compétitions en physique, et un peu plus de la moitié, donc 52% qui faisaient à la fois des compétitions en présentiel, physique, et des compétitions en ligne.
Et puis en 2020 est arrivé quelque chose incontournable auquel tout le monde a dû finalement changer ses modes de vie, c'est la crise sanitaire du Covid. Et donc ce qu'on observe à partir de 2020, c'est qu'il y a eu un glissement, une transposition de la pratique physique vers la pratique en ligne, bien évidemment, puisque la pratique exclusivement en ligne, qui était de 35% en 2019, est passée à 59%, tandis que la pratique qui était exclusivement physique, qui était de 13%, est passée plus qu'à 6%. Ce glissement finalement vers la pratique en ligne s'est accéléré encore en 2021 puisque les consignes sanitaires se sont maintenues en 2021, beaucoup d'annulations de compétitions en physique, beaucoup moins de capacité à organiser des événements culturels en physique et des événements sportifs en physique. Et donc on a atteint ce pic de 68% de joueurs qui faisaient que des compétitions en ligne et seulement 3% exclusivement en physique. Et puis avec la levée des restrictions sanitaires et avec la reprise finalement des événements en physique à partir de 2022, eh bien on est en train de revenir petit à petit à finalement l'état qui était pré-Covid de 2019 où on est à 56% exclusivement en ligne et 10% exclusivement en physique. Et nul doute que l'année 2023 devrait voir finalement les chiffres se rapprocher de 2019. Et ces joueurs, finalement, ils pratiquent, mais ils regardent aussi ces compétitions, de la même manière que lorsque vous faites un sport, vous le pratiquez, puis des fois vous avez envie de regarder des compétitions de ce sport, ou même d'autres sports. Eh bien, là aussi, on voit des différences assez marquées entre nos e-sportifs de loisirs et nos e-sportifs amateurs, puisque nos e-sportifs loisirs, parmi cette catégorie, 73% peuvent être définis comme étant donc, des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui regardent de l'e-sport pendant l'année. Ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-uns, près un quart, qui, pour le coup, ne regardent pas spécialement de l'e-sport, c'est-à-dire ce sont juste des pratiquants qui ne s'intéressent pas spécialement à regarder de l'e-sport. Et puis, finalement, ces e-sportifs de loisirs, on voit qu'ils ne sont pas très engagés dans ce visionnage de l'e-sport, puisqu'ils sont seulement 19% à s'être déplacés sur un événement en physique, 19% à regarder régulièrement, au moins une fois par semaine sur Internet, et c'est plutôt par l'intermédiaire de la télévision qu'ils regardent un peu l'e-sport, sachant qu'il y a assez peu d'e-sport à la télévision en France. A contrario, chez nos e-sportifs amateurs, 100% de ces e-sportifs amateurs sont des gens qui regardent de l'e-sport. C'est-à-dire que c'est des gens, souvenez-vous, qui sont très engagés déjà dans la pratique, mais c'est en plus des gens qui sont très engagés dans le visionnage. Et surtout, ce sont des gens qui se déplacent en événement. C'est-à-dire que vous en avez presque la moitié qui, au moins une fois dans l'année, sont allés voir une compétition en physique, directement dans un stade. Ils sont 8 sur 10, donc 81%, à regarder au moins une fois des compétitions sur Internet. Et pour le coup, ils délaissent plutôt la télévision, qui est plus trop un médium qui est utilisé par cette population. Et là encore, en termes d'engagement, on voit des différences assez marquées, puisque si les e-sportifs de loisirs sont 8% à avoir passé plus de 5 heures à regarder des compétitions pendant la semaine, ils sont presque la moitié, 48%, à avoir passé plus de 5 heures dans la semaine à avoir regardé des compétitions. Donc souvenez-vous, ils étaient déjà particulièrement nombreux à pratiquer pendant la semaine, à passer du temps, à passer plus de 5 heures à pratiquer, et ils sont encore une fois plus nombreux à passer plus de 5 heures à regarder. Donc c'est des gens qui sont vraiment très engagés dans la pratique du jeu vidéo en compétition, mais de la même manière que vous avez des passionnés de foot ou de basket qui vont passer beaucoup de temps sur les terrains à jouer et beaucoup de temps à visionner des compétitions et des matchs de basket ou des matchs de foot. Là aussi, on voit des différences marquées. C'est sur le genre de jeu en compétition qui est suivi. Pour les e-sportifs de loisirs, ce qu'on remarque, donc la catégorie bleue, les compétitions qui regardent le plus, c'est des compétitions de League of Legends, puis des compétitions de Fortnite, de FIFA, de Warzone et de Rocket League. Là encore, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez une répartition en termes de pourcentage qui est assez diffuse, assez équilibrée. Vous n'avez pas spécialement de genre de jeu ou de jeu qui ressort particulièrement. Tandis que chez les e-sportifs amateurs, deux choses à remarquer, c'est que c'est pas tout à fait, enfin c'est même pas du tout les mêmes jeux qui sont regardés par rapport aux e-sportifs de loisirs, mais surtout vous avez un jeu en particulier qui est extrêmement suivi en France, c'est League of Legends, puisque 74% de nos e-sportifs amateurs suivent les compétitions sur ce jeu-là. On a l'une des compétitions professionnelles, des championnats professionnels en France qui est certainement le plus suivi à travers toute l'Europe par rapport notamment aux États-Unis. Ensuite, ils regardent beaucoup de compétitions de Valorant, ce jeu de tir dont je vous parlais tout à l'heure, de Counter-Strike, là aussi, Rocket League
et puis ce jeu de combat qu'on appelle Smash Bros Ultimate. Donc vraiment des comportements, des usages, des pratiques très différenciées finalement en fonction de la catégorie dans laquelle finalement se situent ces différentes personnes. Ce qui devient intéressant, c'est que certainement, on l'a dit, c'est des gens, notamment chez les e-sportifs amateurs, qui passent beaucoup de temps à jouer et à regarder, et donc on a cette idée reçue, qui est tout à fait légitime, de se dire que ce sont des gens qui passent tellement de temps à jouer et à regarder qu'ils ne font pas grand-chose d'autre. Et donc on se représente l'image, dans un premier temps, du joueur de jeux vidéo, et encore plus de l'e-sportif, comme étant un jeune qui passe finalement sa journée enfermé dans sa chambre face à son écran à essayer d'éliminer des avatars virtuels et qui potentiellement en plus lorsqu'il perd pourrait s'énerver en jetant sa manette sur son écran. La réalité en fait semble être plutôt tout autre puisque comme vous pouvez le voir, donc ici on ne parle que des e-sportifs amateurs, donc ce sont les gens qui font des compétitions et en gris c'est la population française. Donc on compare finalement nos e-sportifs amateurs à la population française et lorsqu'on leur demande leur manière de pratiquer des activités sportives, eh bien, ce qu'on remarque c'est qu'ils sont tout aussi nombreux que la population française à avoir une pratique autonome, une pratique libre de l'activité physique, c'est-à-dire en dehors de tout cadre fédéral ou associatif ou scolaire. Ils sont là encore à peine moins que la population française à être inscrits dans des clubs sportifs. Donc ce qui va un petit peu à l'encontre de cette idée que s'il y a moins de licenciés dans les clubs, c'est parce qu'ils jouent aux jeux vidéo. Ça n'a pas forcément en tout cas de corrélation. Ils sont forcément beaucoup plus nombreux, donc 2 fois plus que la population française à cette fois-ci faire une activité physique et sportive dans le cadre scolaire ou universitaire. Ce qui est peu étonnant, puisque souvenez-vous, c'est une population qui est composée à 95% de 15-34 ans, donc c'est une population qui est plutôt jeune. Donc bien évidemment, ils font du sport à l'école ou du sport à l'université. Et puis, reflet un petit peu des changements de notre société face à la pratique sportive, ils sont presque 3 fois plus à avoir finalement une activité dans ce qu'on appelle des salles privées, donc c'est-à-dire toutes les salles de remise en forme que vous pouvez retrouver à Paris, qui est finalement le symbole de ce qu'on peut observer de manière générale face au comportement et aux usages sportifs des Français et en Europe, c'est-à-dire cette volonté d'avoir une pratique qui sort de tout cadre institutionnel, fédéral, très contraignant, avec 1 ou 2 entraînements de telle heure à telle heure, et ainsi de suite, où les gens ont déjà tellement de contraintes dans leur activité professionnelle, dans leur activité scolaire, dans leur vie de tous les jours, que pour leurs loisirs, généralement, ce qu'on observe, c'est que les nouvelles générations ont plutôt envie de pouvoir avoir des hobbies et des loisirs quand ils le souhaitent, avec qui ils le souhaitent et quand ils le peuvent. Et donc, une très forte proportion qui a donc cette pratique dans des salles de remise en forme dans lesquelles ils peuvent aller soit le matin, soit le soir, et s'ils ne peuvent pas y aller le soir, c'est pas grave, ils iront un prochain soir dans la semaine. Là où quand vous êtes en club, si vous loupez l'entraînement, généralement l'entraîneur n'est pas très content que vous ayez loupé l'entraînement. Et donc quelles sont les activités sportives qui sont pratiquées ? Eh bien, déjà les mobilités actives, bien évidemment, c'est-à-dire se déplacer soit sur son lieu de travail, soit sur son lieu scolaire à pied, en vélo, même en vélo assisté par batterie électrique. C'est des gens qui font aussi beaucoup d'activités de la forme, pas tant de gymnastique, mais plutôt d'activités de la forme. Et ce qui n'est pas étonnant, c'est lié à toutes ces salles de remise en forme, donc street workout, ça peut être lié aussi au crossfit, salle de muscu et ainsi de suite. Donc c'est aussi ça va de pair. Des gens qui font pas mal de sport de raquettes aussi. Donc je vous rappelle, en Hongrie, c'est la population française. Donc vous pouvez voir que c'est des gens qui font plus que la population française. Sport de raquettes qui est plutôt une activité qui est assez onéreuse, notamment lorsque l'on parle du tennis, en l'occurrence, donc qui va bien avec cette population qui est plutôt issue des catégories socio-professionnelles favorisées. Sport de ballon, sport collectif de balle avec le football, les courses, et puis sport de glisse de montagne qui est à mon avis très révélateur là aussi des catégories socio-professionnelles dont sont issus ces e-sportifs amateurs. Et puis de la même manière,
ces compétiteurs de jeux vidéo ont aussi des habitudes culturelles et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est des gens qui vont aussi au cinéma, c'est des gens qui vont aussi voir des expositions ou qui vont au musée, qui vont à des concerts, qui vont voir des événements sportifs et qui vont même parfois au théâtre. Alors certes, lorsqu'ils vont au cinéma, ils vont peut-être pas voir le dernier film des frères Dardenne et peut-être qu'ils vont plus voir les Avengers. Lorsqu'ils vont voir une exposition, ils vont peut-être pas voir les impressionnistes au musée d'Orsay, ils vont peut-être voir une exposition du musée, enfin sur je sais pas, Miyazaki ou Ghibli. Quand ils vont à un concert, ils vont peut-être voir Aya Nakamura et peut-être pas je sais pas, de la musique classique et ainsi de suite. Mais ça reste en tout cas des pratiques culturelles. Et puis, bien évidemment, c'est des gens qui sont fondamentalement hyper connectés, donc qui regardent facilement des films ou des séries sur des plateformes de streaming. C'est des gens qui écoutent beaucoup de musique, qui lisent. Là aussi, ils lisent peut-être pas le dernier mot, enfin le dernier mot passant. Il n'y a pas de dernier mot passant, mais ils lisent peut-être pas Bellamy et peut-être plus des mangas, mais quoique. C'est des gens qui utilisent beaucoup de réseaux sociaux, qui pratiquent aussi des activités artistiques, notamment le dessin, la peinture, et qui jouent aussi d'instruments de musique, puisque je vous montrerai des vidéos aussi, vous verrez à quel point il y a des similitudes dans la façon de jouer aux jeux vidéo, dans une pratique performative, de performance, et peut-être ce qu'on pourrait retrouver avec la pratique du piano ou n'importe quelle pratique d'un instrument de musique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça vient un petit peu déconstruire donc, cette idée de joueurs et de compétiteurs qui seraient omnubilés et presque même, j'ai envie de dire, aliénés par le jeu vidéo, cette idée d'aliénation qui finalement est tout le temps présente autour des inquiétudes, autour de l'addiction au jeu vidéo, hein, puisque le principe lorsque l'on est dépendant à une activité, à une substance ou quoi que ce soit, c'est qu'on est aliéné par cette substance, on ne se contrôle plus. Et donc cette idée que le jeu vidéo rendrait addictif, en tout cas serait addictif, finalement laisserait supposer qu'il y a cette aliénation pour les joueurs. Et il s'avère qu'aujourd'hui, ça reste plutôt caricatural, puisque, comme j'essaie de vous le montrer, c'est a priori vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos petits-enfants, vos cousins, vos cousines, lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo, mais c'est aussi des gens qui sortent, qui vont au cinéma, qui lisent, qui vont à des concerts. Bref, c'est pas des gens qui sont mono loisirs, j'ai envie de dire, mais qui font beaucoup de choses. Et j'en arrive un peu à la dernière partie, en tout cas, qui est l'idée que j'essaie de défendre. C'est cette idée que, en fait, l'e-sport, de la même manière qu'on parle de culture sportive, il me semble en tout cas qu'on peut parler de culture e-sportive. Alors, lorsque l'on parle de culture, c'est lorsqu'un groupe d'individus, quel qu'il soit, partage à la fois des codes, des normes, des valeurs, un langage, du matériel qui est transmis de manière plus ou moins formelle par apprentissage et ce qui finalement fait culture. Et donc de la même manière qu'on peut parler d'une culture footballistique, d'une culture basketballistique, d'une culture rugbystique, d'une culture tennistique, eh bien, la thèse que je défends, c'est que l'on peut parler d'une culture e-sportive et même plutôt de culture e-sportive au pluriel en fonction des différents genres de jeux. Et pour vous montrer ça, je vais m'appuyer sur une étude de cas en particulier qui est issue de ma thèse de doctorat, qui était mon terrain d'étude, que sont donc la scène des jeux de combat. Donc on en a parlé, la scène des jeux de combat, c'est Street Fighter, c'est Super Smash Bros Ultimate, Tekken, Mortal Kombat et ainsi de suite. Et qu'en anglais, on appelle les Fighting Game Communities. Donc on retrouve cette idée de communauté directement dans le terme, et puis qui est au pluriel, donc qui montre bien aussi cette grande diversité que composent finalement ces jeux de combat. Et donc pour donner une petite définition de ce que sont les jeux de combat, en l'occurrence, donc que l'on appelle à la fois donc les Fighting Game Communities ou les FGC, qu'on appelle en France aussi le versus fighting, donc le combat en versus. On peut le définir avec 5 critères. Donc c'est un combat rapproché entre 2 avatars qui sont contrôlés bien évidemment par chacun des joueurs. Ces avatars peuvent effectuer à la fois des techniques classiques, donc des coups de poing, des coups de pied, mais aussi des attaques spéciales. Ces attaques spéciales nécessitent, comme on le verra juste après, finalement des combinaisons de touches qui ne sont pas forcément évidentes à réaliser.
Et ces attaques spéciales et ces techniques standards, on peut quantifier finalement ces paramètres et notamment les points de vie qu'ils éliminent, qui font perdre aux différents avatars sur les interfaces à l'écran. C'est les barres de vie que vous pouvez voir en haut et qui permettent donc la compétition entre joueurs et de déterminer un vainqueur. Donc ça, c'est ce qui permettrait de définir ce qu'est un jeu de combat dans le sport électronique. Tout d'abord, ces jeux de combat, ils ont une histoire. Ils ont une histoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas apparus n'importe où, n'importe comment. Ils apparaissent notamment grâce à un jeu en particulier, qui est un jeu qui a été créé par un éditeur japonais qui s'appelle Capcom, et ce jeu c'est Street Fighter. Et les jeux de combat, ils n'ont pas commencé avec le premier Street Fighter, ils ont commencé vraiment avec la deuxième itération qui s'appelle Street Fighter 2, qui va finalement définir les fondamentaux du jeu de combat. Et parmi ces fondamentaux, il y a cette idée qu'il y a plusieurs personnages qui sont jouables, avec des styles de combat finalement différents, qui s'inspirent finalement de grands maîtres des arts martiaux, que ce soit à la fois je sais pas, Bruce Lee ou d'autres, ou Chuck Norris même parfois, ou Mike Tyson, qui permettent le combat en 1 contre 1 à l'intérieur du jeu, qui généralement sont tous fondés sur des systèmes de rounds. Donc ça, c'est Street Fighter 2 qui met ça en place, avec donc des rounds qui sont très courts, comme finalement la boxe, et qui sont dans une arène virtuelle qui est très délimitée, c'est-à-dire que c'est pas des univers, en tout cas c'est pas des mondes virtuels qui sont très étendus, c'est plutôt assez restreint. Et cette pratique de l'affrontement, par l'intermédiaire donc de ce genre de jeu, des jeux de combat, se développe principalement à Tokyo, au Japon, dans les salles d'arcade, au début des années 90. Donc Street Fighter 2 c'est 1991, et dès le milieu des années 90 on commence à avoir des affrontements sur ces jeux de combat. Donc il y a un vrai contexte socio-historique dans lequel émerge finalement ce genre de jeu. Pour vous expliquer un petit peu en plus toute la diversité de ces jeux de combat, c'est qu'il y en a une multitude, comme on l'a vu tout à l'heure. Finalement, chaque discipline e-sportive se subdivise en des sous-genres. Donc on a des jeux de combat qui sont en 2 dimensions et qui sont plutôt des jeux qui se passent plutôt au sol. Donc on va retrouver Street Fighter, Mortal Kombat, Killer Instinct ou encore Capcom versus SNK. Donc des jeux qui sont parfois avec des graphismes très réalistes, parfois beaucoup plus fantaisistes, parfois qui en tout cas mettent en scène de la violence très explicite, parfois beaucoup moins explicite. Vous allez retrouver aussi des jeux toujours en 2 dimensions, mais cette fois-ci qui sont issus plutôt de l'univers japonais, ce qu'on appelle des anime fighting games, donc des jeux vidéo. L'anime, c'est vraiment le style du manga japonais, et qui ont plutôt tendance à fonctionner sur d'autres systèmes de jeux qui sont basé sur en fait l'enchaînement de coups qui se cumulent avec ce qu'on appelle des hits, et les joueurs aiment à jongler avec leurs adversaires, c'est vraiment le terme qui est utilisé. Donc c'est beaucoup plus rapide que les jeux en 2 dimensions au sol. C'est un genre de jeu très particulier, donc dans lesquels on va retrouver parmi les jeux les plus connus actuellement Dragon Ball Fighters, Schoolgirls ou encore Guilty Gear. Donc avec en plus là, comme vous pouvez le voir, pas du tout ce qui est pas le réalisme n'est pas du tout recherché dans ce genre de jeu. Ensuite, on va retrouver des jeux en 3 dimensions cette fois-ci, où là, pour le coup, ce qui va changer, c'est que les personnages vont pouvoir se tourner les uns autour des autres, donc ce qui rajoute finalement une autre manière de jouer, d'esquiver dans ces jeux-là. Donc des jeux qui offrent de nouvelles possibilités. Donc le plus connu étant certainement Tekken ou encore Soul Calibur. Et historiquement, vous aviez également Virtua Fighter ou Dead or Alive. Vous avez ensuite un genre de jeu tout à fait particulier que l'on peut qualifier de platformer. Donc, ce sont des jeux qui se passent sur des plateformes où le but du jeu, cette fois-ci, n'est plus tant finalement d'éliminer la vie de l'adversaire, mais de le faire sortir ou de le faire tomber de la plateforme. Donc, le jeu le plus connu actuellement est certainement Super Smash Bros. Et donc sa dernière itération qui s'appelle Ultimate. Mais vous avez des jeux un peu moins connus comme Brawlhalla ou Rivals of Aether qui fonctionnent exactement sur le même principe. Donc, on est vraiment sur cette idée de faire tomber l'adversaire bien plus que de lui faire perdre de la vie. Vous avez un autre genre, un autre sous-genre qui, cette fois-ci, on est plus sur une vue finalement de profil, et on est sur une vue à la 3e personne, donc on se situe derrière le personnage, donc on le contrôle en vue non pas subjective mais objective,
donc ce qui sont des jeux en arène, où finalement, cette fois-ci, les arènes sont peut-être un peu plus grandes parfois, comme là c'est le cas ici pour Dissidia Final Fantasy, où on a des espaces qui sont beaucoup plus grands. Avec une manière de jouer qui est encore tout à fait originale par rapport aux autres genres de jeux. Ensuite, vous avez des jeux qui sont un peu inclassables. On va les mettre dans une catégorie qu'on va appeler alternative. Des jeux où, par exemple, comme ce jeu-là que vous voyez à l'écran, où l'objectif n'est plus tant de taper sur l'adversaire, mais que de taper dans une balle qui doit toucher l'adversaire. Donc on est un peu au croisement du jeu de combat et de la balle au prisonnier, ou encore ce jeu-là que vous voyez ici à l'écran, où le but du jeu c'est de gravir des piles de caisses et de faire tomber l'adversaire. Donc ça reste du duel. On se tape plus directement virtuellement, mais on essaie surtout de faire tomber l'adversaire en lui retirant des caisses sous ses pieds. Et puis un dernier genre de jeu de combat qui paraît peut-être le plus évident, mais qui est pourtant le plus marginal, c'est ceux qui miment des sports de combat réels, en l'occurrence ici la boxe anglaise dans ce cas-là, ou alors le MMA, donc le Mixed Martial Art, comme vous pouvez le voir ici, qui sont pour le coup des jeux un peu plus marginaux. Donc déjà, comme vous pouvez voir, une grande diversité de genres de jeux, et avec chacun leur code, leur façon de jouer, leur technique nécessaire, et puis vous allez voir même leur jargon qui est tout à fait unique. Et ces jeux de combat, qu'est-ce qui fait entre autres leur spécificité, à mon sens, c'est que ce sont des jeux qui favorisent énormément la sociabilité en présentiel, les interactions sociales en présentiel. Donc c'est certainement l'une des principales caractéristiques de ces fighting game communities, c'est leur dimension fondamentalement offline, ça veut dire en présence physique, puisque en fait ces jeux sont d'abord historiquement nés dans des salles d'arcade. Donc encore une fois, j'allais dire cette construction sociale historique, non, c'est pas une construction, mais en même temps ce lien socio-historique avec les salles d'arcade japonaises, mais surtout en fait ce sont des jeux qui sont extrêmement exigeants en termes de précision entre finalement la concordance entre les actions réelles que vous réalisez sur les périphériques de contrôle, donc sur les manettes et les différents contrôleurs, et ce qui se passe à l'écran, puisque dans la plupart de ces jeux, la capacité à relier des coups les uns avec les autres pour faire des attaques spéciales, pour prendre l'avantage sur l'adversaire, se joue au 60e de seconde près. Sachez qu'en une seconde, il y a 60 images sur ces jeux-là. Et des fois, pour pouvoir lier deux coups, ça se joue sur une image, donc du 60e de seconde. Et donc, bien évidemment, lorsque vous jouez en ligne, Internet a une latence qui fait que le 60e de seconde près, en fait, c'est assez délicat de pouvoir le maintenir finalement lorsqu'on joue en ligne. Et donc, c'est historiquement un genre de jeu qui se joue principalement en présentiel. Et donc, on a des rassemblements toutes les semaines, un peu partout en France, de dizaines de joueurs qui viennent jouer dans des petites salles, dans des cafés, dans des salles de classe à l'université, et ainsi de suite, ou dans des MJC, des médiathèques, pour s'entraîner. Et donc, il y a vraiment ce côté particulièrement social dans cette discipline. Et donc, de fait, ça a entraîné une multiplication des événements communautaires, à la fois locaux, c'est-à-dire vraiment sur le territoire, on va dire très réduit, avec ce qu'on appelle donc des weekly, c'est des événements qui ont lieu toutes les semaines, des bi-weekly, des événements qui ont lieu toutes les 2 semaines, et des monthly, des événements qui ont lieu tous les mois. Et puis des événements majeurs internationaux, généralement. En France, on en accueille pas mal. Historiquement, le plus connu, c'est celui qui se passe à Rennes, qui s'appelle le Stunfest. Mais à Paris, vous avez l'UFA pour Ultimate Fighting Arena. Aux États-Unis, vous avez l'Evo, le Kumite qui se balade un peu partout dans le monde, ou encore le Combo Breaker. Ce que je veux dire par là, c'est que là encore, ce qui fait culture, c'est les lieux de pratique. Ce qui fait culture, c'est les événements qui sont dédiés à finalement ces communautés de joueurs. Et là, il y a vraiment ces événements et ces lieux qui sont dédiés à la pratique du jeu de combat. Et donc, le fait de pratiquer en présentiel, ça a grandement favorisé forcément les échanges, les interactions sociales régulières entre les joueurs et les joueuses, et ce qui en font finalement des lieux privilégiés de sociabilité, de partage, d'amitié, puisque ce qu'on observe avec notamment particulièrement cette communauté, c'est des gens qui finalement se découvrent en ligne,
qui se retrouvent en présentiel, qui mettent un visage derrière un pseudo, et puis des amitiés qui deviennent durables avec des gens qui finalement, au-delà du jeu de combat et de l'e-sport, finissent par avoir des amitiés, ils partent en vacances ensemble, en voyage ensemble, voire ils rencontrent leur conjoint ou leur conjointe au sein de ces communautés. Et donc, comme je vous disais, le terme fort des jeux de combat, c'est la communauté ou les communautés. C'est notamment parce que l'organisation des compétitions est fondamentalement communautaire et historiquement communautaire, donc basée sur la volonté des joueurs à se réunir. Parce que ces compétitions, elles se situent vraiment en marge de tous les autres genres de jeux qui sont pratiqués dans l'e-sport. Tout d'abord parce que les éditeurs de jeux, donc qui sont les créateurs de ces jeux, ne s'impliquent que très très rarement dans l'organisation et le développement de ces scènes compétitives, c'est-à-dire qu'ils régulent assez peu ce qui se passe lors des compétitions, ils organisent assez rarement des compétitions sur ces jeux-là, et donc de fait, comme les éditeurs ne se chargent pas de l'institutionnalisation et de la gouvernance des scènes compétitives sur leurs jeux, eh bien ce sont les joueurs qui, désireux de continuer leur pratique, portent finalement l'organisation des compétitions, et donc c'est beaucoup d'acteurs associatifs qui organisent ces événements et qui sont très connus dans l'écosystème. Et comme c'est des événements organisés par des acteurs associatifs, vous imaginez bien que les gains financiers sont très très limités, voire extrêmement marginaux. Par exemple, pour la petite anecdote, sur Smash Bros Ultimate, l'équivalent des championnats du monde, donc de la plus grande compétition internationale qui se passe chaque année à Las Vegas qui réunit plus de 4000 joueurs, le vainqueur repart avec une manette. C'est-à-dire vraiment, le gain financier à la fin, c'est une manette, là où vous avez d'autres compétitions où vous pouvez remporter des centaines de milliers de dollars, voire parfois des millions de dollars dans les jeux de combat. Le vainqueur des championnats du monde, c'est une manette, le lot final, quoi. Et donc, peu de gains financiers, donc des scènes compétitives qui sont assez peu professionnelles, voire quasiment pas professionnelles. Et donc, de fait, c'est ce qui fait l'aspect très communautaire des scènes de jeux de combat. Et j'aime beaucoup cette photo parce que, en fait, elle montre aussi des références qu'ont les joueurs entre eux. Alors pour peut-être les plus âgés d'entre vous et nous, ça fera peut-être pas sens, mais les joueurs là qui sont en train de pénétrer dans l'arène juste avant leur match, sont en train de faire une pause qui est issue finalement de manga, d'un manga qui s'appelle Dragon Ball. Donc il y a tout aussi des références qui sont communes au sein de ces communautés et qui font culture. Et de fait, ce qui est aussi assez spécifique à ces scènes de jeux de combat, c'est l'importance qu'il y a dans ces scènes de jeux de combat qui est accordée en fait à la diversité au sens large, diversité à la fois sociale, ethnique, genrée, générationnelle et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Souvenez-vous, je vous ai dit, les e-sportifs amateurs, si on devait caricaturalement les schématiser, c'est plutôt un homme, plutôt jeune et plutôt issu des classes sociales favorisées. Et en fait, les communautés de jeux de combat viennent un petit peu mettre à mal cette caricature. Tout d'abord, donc une grande diversité sociale, beaucoup de classes sociales plutôt populaires qui participent à ces événements, une grande diversité ethnique avec beaucoup de personnes afrodescendantes, hispano-américaines ou encore eurasiennes. Une grande diversité genrée, à la fois une grande présence de personnes qui s'identifient comme des femmes ou de personnes issues des communautés LGBTQI+, une grande diversité générationnelle, puisqu'on a beaucoup de joueurs qui approchent la quarantaine, voire qui dépassent la quarantaine. Pour la petite anecdote, au dernier championnat du monde, l'équivalent des championnats du monde, donc sur Street Fighter, dans les 8 meilleurs joueurs, il y en avait 7 qui avaient plus de 38 ans, ce qui est très marginal dans le milieu de l'e-sport, où généralement les joueurs ont plutôt entre 20 et 25 ans. Et puis, dans ces scènes de jeux de combat, comme vous pouvez le voir, vous avez des joueurs en situation de handicap qui participent à ces compétitions, puisque toutes les compétitions dans l'e-sport, théoriquement, sont mixtes, à la fois en termes de genre, mais aussi en termes d'handicap. Et donc, une grande diversité qui est liée, en tout cas qui peut s'expliquer entre autres deux manières. C'est tout d'abord que ces jeux de combat se jouent principalement sur console, et que les consoles sont moins onéreuses
que les PC. Une console aujourd'hui, alors une Switch, ça vaut à peu près 300 €, une PS5 ou une Xbox, ça vaut, si je ne dis pas de bêtises, 450-500 €. Là où un PC, pour jouer aux jeux vidéo, il faut compter un peu plus de 1000 €. Donc déjà une accessibilité financière qui fait que il y a une plus grande diversité sociale, mais surtout à mon sens qui explique aussi cette grande diversité, c'est cette dimension donc offline, donc en présentiel de ces compétitions, parce que certainement l'un des freins aussi à la présence de cette diversité, ces minorités à la fois de genre, générationnel ou de handicap, c'est finalement qu'en ligne, quand on joue en ligne, il y a énormément de toxicité, c'est-à-dire des propos discriminants qui sont tenus par des gens en ligne sous couvert de pseudonymat qui pensent qu'ils peuvent se permettre de tenir des propos très déplacés. Alors que comme ces scènes de jeux de combat se jouent principalement en physique, bien évidemment, en face à face, très peu de gens se permettent de tenir des propos discriminants. Et donc ce sont des scènes qui, encore une fois, en théorie, sont bien plus accueillantes que toutes les scènes qui se jouent principalement en ligne. Donc c'est pour ça que l'on retrouve beaucoup plus de diversité. Ce sont des scènes aussi qui sont très très spectaculaires. J'aime beaucoup cette photo. Ce sont des commentateurs qui se laissent complètement finalement prendre au jeu, de la même manière que vous avez des commentateurs de foot qui sont capables de s'enthousiasmer lorsque la France remporte la Coupe du Monde ou la perd, bien évidemment. Et donc ces scènes de jeux de combat sont parmi les plus spectaculaires. Tout d'abord parce que ce sont des jeux qui sont extrêmement faciles à comprendre, même lorsque l'on n'y joue pas. Toutes les informations sont visibles à l'écran, vous avez ces grandes barres de vie, même si vous ne comprenez pas les coups qui sont en train de se passer, finalement vous voyez bien quand une barre de vie elle est plus remplie que celle de l'adversaire, donc toutes les informations sont présentes à l'écran. C'est le format des rounds aussi, comme en boxe, et donc de fait, ces rounds, ces manches, fait qu'il y a énormément de retournements de situation, c'est-à-dire vous pouvez avoir un joueur qui remporte un round, puis ensuite c'est le suivant, c'est l'autre joueur qui va remporter le round suivant, et donc ces rounds sont en plus assez courts, comme je voulais y venir, mais donc ça crée finalement une forte incertitude dans le résultat. C'est jamais vraiment, on va dire en anglais on parle de one-sided, c'est jamais vraiment un joueur qui domine tout le temps l'autre. Il y a tout le temps des temps de retournement. Donc cette durée courte aussi des rounds qui forcément exacerbe cette tension parce que les rounds durent entre 15 et 30 secondes, donc tout se joue en très très peu de temps. Donc ça fait vraiment monter le suspense. Et puis quelque chose qui est assez unique aussi, c'est le format des compétitions. C'est que toutes les compétitions sont ouvertes à tout le monde. C'est-à-dire que même les meilleurs joueurs du monde passent par des phases qualificatives dans lesquelles ils vont affronter n'importe quel joueur qui souhaite s'inscrire. Et de fait, n'importe quel joueur qui n'est pas forcément très bon peut avoir la chance, on va estimer que c'est une chance en tout cas, d'affronter dès le premier tour l'un des plus grands champions sur ce jeu-là, alors que sur d'autres scènes compétitives comme League of Legends, jamais un joueur qui est débutant ou un joueur de loisir pourra affronter un joueur professionnel, alors que là c'est tout à fait possible. Et donc en plus, ce qui fait que ça peut créer ce qu'on appelle donc des upsets, c'est-à-dire vous pouvez avoir un underdogs, c'est-à-dire un joueur que personne n'attendait, qui peut mettre à mal sur un round, 2 rounds ou sur un match l'un des meilleurs joueurs parce que ça va très vite et donc ça crée beaucoup de spectacularité et les meilleurs joueurs du monde sont jamais à l'abri de perdre une partie dès le premier tour face à un joueur qu'ils ne connaîtraient pas. Et puis ces jeux, c'est aussi beaucoup de technique. Et ça aussi, c'est l'un des éléments très culturels. Hein. C'est la question de la technique et des techniques du corps, finalement, sont extrêmement présentes et font la culture de ces scènes de jeux de combat. C'est que l'expertise de ces joueurs, elle repose en grande partie sur 3 compétences très importantes. Il y a bien évidemment la connaissance du jeu en tant que tel. Et l'un des éléments qui est le plus important dans ces jeux de combat, quand on n'a jamais joué aux jeux de combat ou lorsqu'on y joue de manière de loisir, on fait jamais trop attention à ça, mais les joueurs de bon niveau, en tout cas qui cherchent à performer, ont une très forte connaissance de donc, ce qu'on appelle les frame data. Les frames, c'est les images, et data, c'est les données. Donc c'est les données en fonction des images, et c'est la petite animation que vous voyez en haut. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un coup qui est porté, un coup virtuel qui est porté, eh bien, chaque animation virtuelle du personnage peut être découpée en temps, en images, et avec finalement des moments où l'animation se déclenche et où elle n'est pas encore tout à fait active, après le moment où elle va venir toucher l'adversaire,
et le moment où le coup va revenir, donc le recovery. Et puis de la même manière, lorsque l'adversaire se fait toucher, il y a un temps pendant lequel il est figé, pendant lequel il ne peut pas faire autre chose que finalement prendre le coup. Et donc en fait, il y a chacun des coups dans chacun de ces jeux a un nombre de frames à la fois de départ qui est actif et de recovery, et tous les joueurs ont une énorme connaissance de chaque personnage, chacun des coups et de toutes les frames data de chacun des coups de tous les personnages, et c'est nécessaire pour pouvoir savoir comment prendre l'avantage sur l'adversaire ou pas. Et puis le gameplay aussi de chacun des personnages, c'est-à-dire que les jeux de combat, vous avez plein de personnages que vous pouvez jouer. Donc en bas, je vous ai mis, par exemple sur le jeu Mortal Kombat 10, il y a 33 personnages. Ces 33 personnages ont 3 variations chacun. Donc ça veut dire que vous avez 99 façons de jouer ces personnages qui ont des coups spécifiques, des coups normaux, avec des ressources. Donc pour pouvoir faire des coups spéciaux, il faut remplir des barres de ressources, la distance d'un peu pour pouvoir se protéger ou pour toucher l'adversaire, le type d'impact si c'est en haut, au milieu, en bas, le nombre de dégâts que ça fait. Et donc tout ça, c'est des éléments que les joueurs doivent connaître et doivent maîtriser. Vous avez ensuite le geste technique du jeu vidéo. C'est peut-être ce qui peut paraître le plus étonnant. Quand on n'a jamais joué aux jeux vidéo, on se dit que les joueurs sont sédentaires, ils sont assis, qu'il ne se passe rien, qu'ils sont même passifs face à l'écran. La réalité, c'est que quand on zoome sur ce qui se passe au niveau des avant-bras et des membres supérieurs, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'activités, que les joueurs... C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais la comparaison avec les instruments de musique. Et même il y a des techniques qui s'appellent du pianotage. Et donc en fait, c'est ce que les joueurs appellent l'exécution. Donc c'est cette capacité à réaliser avec rapidité et surtout avec précision, à un rythme qui peut parfois être très soutenu, les différentes combinaisons de touches, ce qu'on appelle des inputs en anglais, qui vont permettre de contrôler le combattant virtuel et de manière optimale dans le but finalement de venir prendre l'avantage sur l'adversaire. Donc c'est vraiment l'équivalent du geste technique, cette exécution, et ça prend par répétition. Les joueurs s'entraînent, répètent régulièrement les différentes touches qu'ils doivent lier les unes avec les autres dans les bons timings pour pouvoir être en mesure, lorsqu'ils sont confrontés à un adversaire, de le faire sans y réfléchir. Et de la même manière qu'on apprend à dribbler au basket sans regarder son ballon, donc on vient automatiser le geste pour pouvoir finalement regarder ce qui se passe sur le terrain de basket, bah là les joueurs automatisent leurs gestes, donc ils répètent jusqu'à automatiser ces gestes pour ne plus avoir à regarder leurs mains, parce que si vous regardez vos mains, vous ne regardez pas l'écran et donc bah, vous perdez l'avantage que vous pourriez avoir sur l'adversaire, pour justement libérer la conscience réflexive sur ce qui se passe à l'écran et notamment sur les intentions de l'adversaire. Et donc c'est la troisième compétence qui est nécessaire, c'est ce qu'on appelle le mind game, donc le jeu de l'esprit, et c'est cette fois-ci l'aspect tactique du jeu vidéo de combat. Et le mind game, c'est ce qu'on pourrait définir comme la capacité à décoder et à analyser les intentions de l'adversaire, c'est-à-dire à se mettre à la place de l'autre. Donc c'est de l'empathie, c'est de la théorie de l'esprit. Et donc en observant les animations virtuelles de l'avatar qui est contrôlé par l'adversaire, eh bien on est en mesure plus ou moins de comprendre quelles sont ses intentions. Et donc on rentre dans des jeux d'anticipation des intentions de l'adversaire, qui lui-même va anticiper nos propres anticipations. Donc on rentre dans des jeux d'anticipation, de méta-anticipation. Et c'est pour ça qu'on voit des retournements de situation d'un round à l'autre, où vous avez un joueur qui va prendre l'avantage sur l'adversaire, puis qui lui-même, sur le round suivant, va avoir compris quels sont les pièges que lui tend son adversaire, et donc va lui faire croire qu'il tombe dans son piège, mais qui en fait lui tend lui-même un propre piège. Et donc c'est ça qui fait aussi toute la spectacularité de ces jeux-là. Et donc j'en viens plus ou moins à ma conclusion, c'est que je défend la thèse et l'idée selon laquelle donc on peut vraiment parler de culture spécifique des jeux de combat, et donc on pourrait de la même manière parler de la même manière d'une culture spécifique des jeux de stratégie, d'une culture spécifique des jeux de tir, d'une culture spécifique des jeux de rôle par exemple. Et pourquoi ? Parce qu'on y retrouve à la fois son propre langage vernaculaire, son langage indigène, son propre jargon, dont je vous ai mis quelques mots ici, la hitbox, les footsies, les BNB, la drop, dropper un combo, zoner, choper, le meaty, les air throw, les stun et ainsi de suite, qui sont vraiment des termes souvent en plus issus de l'anglais ou des anglicismes.
et je conclurai même là-dessus juste après, sa propre culture matérielle, c'est-à-dire que on joue pas aux jeux de combat avec les mêmes périphériques de contrôle, les mêmes manettes, les mêmes contrôleurs que on joue à League of Legends, à Starcraft, à Counter-Strike, à Overwatch, à Rocket League. C'est pas le même matériel. Je vous en ai mis quelques-uns ici, avec des hitbox, des fight pads, des sticks arcade et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la culture matérielle. Et d'ailleurs, cette culture matérielle, elle est à la fois finalement elle va définir les actions qui sont réalisées par les joueurs, mais les joueurs vont se réapproprier leur matériel et c'est ce qui va finalement définir l'identité de ces joueurs. Et dans toutes les compétitions de jeux de combat, vous verrez toujours les joueurs qui ont leur stick arcade ou leur manette avec eux. C'est l'équivalent de la raquette de tennis de table, les crampons au football. On vient avec son propre périphérique de contrôle, de la même manière qu'on vient sur un terrain de tennis avec sa propre raquette ou qu'on vient sur son terrain de football avec ses propres crampons. Bien évidemment, ses propres événements dont on parlait, ses weekly, ses monthly, ses grandes compétitions internationales, ses propres techniques qu'on a vues, ce pianotage et cette exécution, ses propres usages, ses propres pratiques, ses propres codes, ses propres normes, ses propres valeurs, comme se serrer la main à la fin d'un match, demander avant de commencer le match si tout est OK, tout ça qui sont des codes et des normes qui sont plus ou moins formels et qui s'apprennent par la pratique en fréquentant ces milieux-là. Et donc toutes ces manières à la fois de penser, d'agir, qui sont donc à la fois créées par les joueurs, qui sont produites, transmises, partagées par l'ensemble des joueurs et de la communauté, eh bien fait en sorte que ces groupes d'individus constituent une vraie collectivité particulière et distincte de toutes les autres disciplines de l'e-sport et qui elles-mêmes ont leur propre spécificité. Et donc je vais conclure en vous montrant un autre exemple et qui à mon sens pourra vous faire sourire. C'est un message et qui à mon avis montre bien donc cette culture spécifique à certains genres de jeux et avec donc ce langage vernaculaire, ce jargon. Donc c'est un message qui est issu d'une conversation entre des jeunes qui discutent entre eux. Et tout d'un coup, donc il y a quelqu'un qui a entendu. Donc c'est des gens qui vivent dans une cité universitaire, donc ils sont tous ensemble. Et donc un des membres de la cité universitaire dit j'ai entendu quelqu'un crier et donc met le message sur le groupe WhatsApp. Et ce à quoi la personne qui a crié lui répond oui, désolé, mais j'ai trop le mort. Je me suis fait gang par mon Warwick alors que j'avais destroy l'adversaire. Carrément, je faisais que freeze. Il pouvait pas avancer. Mais bref, le Warwick m'a gang troll, il a mis son E et m'a bait, du coup le Urgot m'a E into W, j'étais full CC. En plus, je suis pas encore très bon sur Darius, il a pris doublé into shutdown et a snowball en prenant les plates, donc j'ai lose ma lane et ma team a build n'importe quoi, Rabadon sur Tristana, Shurelia sur Warwick. En plus, je crois Maille du Gardien s'est bugué parce que les auto-attaques du Urgot me déchiraient alors qu'il avait Steel Heart, donc normalement il a pas assez de peiné pour traverser mon armor. Parce qu'ils ne hit pas les 67%, les creeps on push n'importe comment, en plus ils ont Winion, bref, game de merde. Si vous ne jouez pas à League of Legends, vous ne comprenez rien du tout à ce qui a été dit. C'est en ça que c'est rigolo, bien évidemment. Et donc, voilà, finalement, ce qui, à mon sens, montre en quoi chacun de ces genres de jeux peut faire culture. Je vous remercie pour votre attention et puis bien évidemment je reste à disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup Nicolas, je crois que c'était vraiment la réponse internationale, ces applaudissements à cette langue ma foi surprenante des gamers. Si vous avez des questions, le micro vous est grand ouvert. Merci pour l'exposé, je ne connaissais pas du tout. Pourquoi avoir pris une communauté assez marginale en fait au final ? Moi je croyais que tout était autour des grandes messes sponsorisées avec ce que vous décriviez avant, plein d'argent et tout, ce qui ressemble un peu à ce qu'est devenu le football finalement. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ces autres communautés entre guillemets ? Est-ce que c'est pas une création purement marketing de l'industrie ? Je ne sais pas. C'est une très bonne. Merci pour la question. C'est une très bonne question, très légitime. Et en fait, c'est même plusieurs questions dans la même question. Je fais la distinction entre ce que j'appellerais l'e-sport qui se pratique et l'e-sport qui se regarde. Dans l'histoire de l'évolution de l'e-sport,
historiquement, jusqu'aux années 2010, la pratique de l'e-sport, c'était une pratique qui était très marginale, c'était un phénomène de niche. Les jeux vidéo n'étaient pas pensés pour être des spectacles, c'était avant tout pensé pour être joué, et même la plupart des éditeurs de jeux n'avaient pas idée que certains joueurs faisaient une pratique compétitive sur leurs jeux vidéo. Donc c'était des jeux qui étaient vraiment avant tout pensés pour offrir une expérience de joueur. Et à partir de l'émergence en 2010 des plateformes de streaming, notamment comme Twitch, bien évidemment, YouTube, Dailymotion et ainsi de suite, les jeux, les éditeurs de jeux, les développeurs de jeux ont commencé à penser le jeu vidéo non plus simplement comme une expérience pour le pratiquant, mais aussi comme une expérience pour la personne qui va assister à ces compétitions. Et de la même manière, dans le sport, vous avez un sport qui se pratique et un sport qui se regarde. Moi, je vous ai dit, je fais du basket. Je fais du basket à un niveau tout à fait modeste. Et c'est mon basket qui se pratique. Et puis, bien évidemment, lorsqu'il y a des grandes compétitions internationales, ou même lorsqu'il y a les championnats de France, comme c'est le cas, que je regarde ces compétitions. Mais c'est pas le même basket que celui que je joue. C'est le basket, pas tant forcément spectacle, mais en tout cas, c'est pas le même basket. Dans l'e-sport, c'est la même chose. Vous avez l'e-sport qui se regarde. C'est ce qui remplit les grands stades, c'est ce que les médias, en tout cas, présentent régulièrement, c'est en tout cas ce qui est le plus médiatisé d'une certaine manière, et c'est ce qui a permis aussi de démocratiser, de populariser la pratique au tournant des années 2015 principalement, où on a commencé, les médias généralistes qui ne sont pas spécialisés sur le jeu vidéo, ont commencé à parler d'e-sport comme Le Monde, comme L'équipe et ainsi de suite. Sauf que là, on parle d'une élite. On parle de quelques centaines de joueurs à travers le monde qui sont rémunérés pour cette activité-là, c'est une activité professionnelle, et bien évidemment c'est spectaculaire, c'est incroyable ce que font ces joueurs, mais c'est la pointe de la pyramide. Et on a tendance à oublier que sous la pointe de la pyramide, eh ben, en fait, il y a des millions et des millions de gens qui jouent aux jeux vidéo et que personne ne regarde, et qui jouent de manière compétitive juste pour leur propre plaisir, essayer d'être les meilleurs dans ce qu'ils font, mais pas spécialement pour arriver sur scène. Et je comprends qu'on parle beaucoup de cet e-sport spectacle, de ces grandes compétitions internationales, mais je trouve que c'est à chaque fois oublié à quel point il y a une base à cette pyramide qui est constituée de millions de personnes qui jouent. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, en tout cas ce soir, plutôt mettre en avant ces scènes de jeux de combat, ou en tout cas ces e-sportifs amateurs, et non pas ces professionnels qui gagnent des millions et ainsi de suite, pour, d'une certaine manière, leur redonner un petit peu de la place dans l'espace, montrer qu'ils existent, finalement pas les invisibiliser, parce qu'ils sont extrêmement présents, et que c'est eux la masse finalement qui fait l'écosystème e-sportif et la masse de pratiquants. Sur la deuxième partie de la question, qu'est-ce que je pense de l'activité? Est-ce que c'est pas une activité commerciale ou voire même mercantile? Je ne sais plus comment vous l'avez formulé. Ça, c'est peut-être l'un des points les plus importants. C'est que effectivement, les jeux vidéo restent des biens privés dont la propriété intellectuelle appartient à des éditeurs de jeux qui sont des entreprises capitalistes qui cherchent à maximiser leurs profits en attirant toujours plus de joueurs / clients et en essayant de les fidéliser. Et ça, c'est peut-être ce qui distingue très fortement l'e-sport du sport, là où le sport, au contraire, est plutôt historiquement une pratique sociale qui a été réalisée, ou en tout cas qui a été créée par des joueurs qui avaient envie juste de s'amuser sur des jeux en les sportifiant petit à petit. Et petit à petit, le sport, aujourd'hui, se côtoie à un sport qui se pratique et un sport qui se regarde, qui est plutôt de l'ordre du sport business. Dans l'e-sport, historiquement, ça a plutôt commencé par de l'e-sport business, dans le sens où ces éditeurs, ils ont d'abord créé des grandes compétitions internationales qui étaient dédiées qu'aux professionnels. Et puis c'est là où ça rapporte de l'argent, parce que ces grandes compétitions, comme elles sont beaucoup regardées, ça attire des sponsors, et ces sponsors, c'est ce qui permet à ces éditeurs de jeux de gagner de l'argent. Mais c'est aussi un outil de communication et un outil marketing pour ces éditeurs, parce que ces compétitions, elles donnent envie aux gens de jouer, donc ça leur permet d'attirer des nouveaux joueurs ou de fidéliser les joueurs qu'ils ont. Mais finalement, petit à petit, ces éditeurs, ils se rendent compte que sur leurs grandes compétitions internationales, les meilleurs joueurs, il y a un moment où ils arrivent à la fin de leur carrière, et que si on veut renouveler finalement l'intérêt pour ces grandes compétitions internationales, il faut qu'il y ait des nouveaux joueurs de très haut niveau qui émergent, et que pour qu'il y ait des nouveaux joueurs de très haut niveau qui émergent, il faut finalement structurer l'écosystème amateur. Et donc, petit à petit, certains éditeurs, pas tous, commencent petit à petit à structurer leur écosystème compétitif en étant partis d'abord de grandes compétitions professionnelles, internationales, pour faire des grandes compétitions
professionnelles, mais cette fois-ci nationales, puis ensuite des divisions en dessous qui vont être des compétitions semi-professionnelles nationales, puis des compétitions amateurs nationales, puis des compétitions universitaires complètement amateurs, et petit à petit on y arrive. Mais oui, fondamentalement, c'est une pratique qui repose sur des biens privés qui appartiennent finalement à des éditeurs de jeux, et ce qui soulève un vrai problème, notamment en termes de gouvernance et d'uniformisation des circuits. C'est que quand je dis les éditeurs, en fait, c'est que tous ces éditeurs, ils ont des stratégies économiques qui sont très différentes, donc ils n'ont pas forcément le souhait d'uniformiser les règlements sur leurs compétitions les uns avec les autres, donc c'est aussi ce qui fait cette distinction culturelle entre toutes ces scènes compétitives. Certains éditeurs sont très enclins à essayer de structurer leur écosystème, d'autres pas du tout, veulent pas s'en occuper. Et comme ils s'en occupent pas, ben, finalement, l'écosystème amateur, tous ces joueurs dont je parle depuis tout à l'heure, qui sont juste des joueurs de loisirs et qui cherchent juste à être les meilleurs à leur petit niveau, ben, en fait, ils n'ont pas d'offres qui leur sont proposées, de championnats départementaux, championnats régionaux. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si j'ai envie de faire un championnat régulier sur un jeu, alors que je suis très mauvais, ben, j'ai aucune offre qui m'est proposée. C'est soit des événements épisodiques, ces rassemblements de joueurs qu'on appelle des LAN, il y en a plein partout, mais c'est pas un circuit, c'est-à-dire j'y vais pas, voilà, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de saisonnalité vraiment sur ces compétitions-là. Et voilà, j'ai pas d'offre qui m'est proposée, quoi. Et donc ça, c'est assez triste à mon sens, quoi. Donc oui, c'est une activité malheureusement qui peut être perçue comme très marchande. Mais voilà, c'est ce que je dirais, c'est l'e-sport spectacle, l'e-sport qui se regarde. Après, cet e-sport qui se pratique, là pour le coup, c'est les communautés qui le font mieux. Et c'est pour ça en plus que je prenais spécifiquement l'exemple des jeux de combat, parce que là en plus les éditeurs vraiment s'en délaissent, le font très peu, ou c'est très très marginal. Et moi j'ai découvert ces communautés de jeux de combat lors de ma thèse. J'avais plein d'a priori, j'y connaissais rien. Et je me suis pris d'affection pour ces joueurs et ces joueuses qui essaient de finalement structurer leur écosystème comme ils le peuvent, sur leur temps libre, de manière totalement bénévole, en faisant des événements incroyables, tout ça pour qu'à la fin, remporter une manette, quoi. Bonsoir, d'abord merci beaucoup. J'avais deux questions. Du coup, la première concernait, vous avez pris deux catégories, loisirs, amateurs, et là, quand vous répondez, parce que je me suis posé la question justement quand vous l'avez dit, par rapport au sport, à l'autre sport, où il y a aussi des professionnels, et là, vous avez employé le terme, alors je sais pas trop quelle distinction vous faites finalement. Est-ce qu'il y a vraiment des professionnels pour qui le circuit est encore plus important, même si vous l'avez un peu dit? Et puis ma deuxième question concerne les femmes, enfin le public féminin, voilà. Vous avez dit que vous avez employé un terme, vous avez dit on a essayé, mais ça marche pas. Enfin, ou alors j'ai mal entendu peut-être. Et donc voilà, je voulais juste savoir si vous avez réussi à savoir, ou si vous réussissez à savoir pourquoi c'est typiquement masculin, ou qu'est-ce que vous avez essayé, enfin qu'est-ce qui a été essayé pour attirer les jeunes filles. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces questions. Je m'y attendais un peu, et c'est normal, cette question de la diversité genrée, de la place des femmes, c'est un vrai sujet. Je pourrais refaire une conférence de 2 heures rien que sur ce sujet-là. Je ne vais pas le faire, mais je vais quand même donner quelques éléments de réponse assez rapides juste après. Pour répondre à votre première question, il y a des e-sportifs professionnels. Ce que j'appelle des professionnels, c'est des joueurs dont l'activité principale professionnelle, c'est de jouer aux jeux vidéo de manière compétitive et qui sont rémunérés pour ça. C'est-à-dire que leurs revenus leur permettent de vivre de cette activité-là. Aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a à peu près 300 joueurs professionnels sur le territoire français. C'est-à-dire 300 joueurs qui gagnent plus d'un SMIC, c'est-à-dire qu'ils peuvent en vivre, quoi, pour jouer aux jeux vidéo en compétition, sachant qu'il y a une grande disparité en ce qui concerne les revenus de ces joueurs-là. Et généralement, l'activité compétitive n'est pas la seule activité liée aux jeux vidéo qui leur permet de gagner de l'argent. Ils ont aussi un droit à l'image qu'ils exercent, comme dans le sport professionnel, donc avec des sponsors qui vont les rémunérer, et plus une activité de divertissement qu'ils peuvent parfois faire, ce qu'on appelle du streaming, où ils vont se mettre en scène en train de s'entraîner sur Internet, et les spectateurs, les viewers, comme on les appelle, vont leur faire des dons, et ce qui va leur permettre de gagner aussi de l'argent.
ces joueurs professionnels. En fait, comme dans le sport, entre le football et l'aviron, les salaires et les revenus ne sont pas du tout les mêmes. Les footballeurs gagnent mieux leur vie que les rameurs en aviron. Et de la même manière, c'est qu'au sein même de la même équipe de football, vous avez la star qui va gagner des sommes astronomiques, et puis le petit jeune qui sort du centre de formation, qui a encore tout à prouver, qui va avoir un salaire ou des revenus qui sont plus, on va dire, modestes, mais qui peut en vivre. Dans l'e-sport, c'est un peu la même chose. Vous avez entre League of Legends et Counter-Strike, qui sont les scènes les plus structurées, où on va retrouver les revenus les plus importants pour les joueurs, et les scènes de jeux de combat. Pourtant, c'est des joueurs d'élite dans les deux cas. Il y a un écart incroyable. Et puis même au sein d'une seule et même équipe de League of Legends, entre la star de League of Legends de l'équipe et puis le petit jeune, ou en tout cas celui qui a encore tout à prouver, il y a aussi un grand écart, sans rentrer vraiment dans le détail, parce que c'est en plus un milieu qui est assez opaque sur la question des chiffres, on a du mal à savoir, mais parmi les joueurs qui sont les plus grandes stars en France, en tout cas, pour la plupart, certains sur Counter-Strike ou sur League of Legends peuvent avoir des revenus mensuels, c'est pas des salaires, hein, c'est des revenus mensuels qui sont à plus de 20 000 euros par mois. Donc ces joueurs professionnels, ils sont 300, et c'est quand je dis 300 joueurs professionnels sur le territoire français, c'est pas des joueurs français, c'est des joueurs qui viennent du monde entier, qui exercent leur activité de joueurs professionnels dans les championnats français. Donc voilà, donc c'est vraiment l'élite, hein, c'est les 0,00001% des meilleurs joueurs sur chacun de leurs jeux vidéo. Sur la question de l'e-sport féminin, l'e-sport au féminin, beaucoup d'obstacles. En fait, on l'a vu, hein, seulement 6% de compétitrices. Et comme je le disais, en fait, c'est que depuis 5 ans qu'on relève ces données, ça n'a pas évolué, malgré toutes les initiatives qui sont mises en place depuis 5 ans. En fait, pour le dire très simplement, c'est que ça va prendre du temps pour que ça évolue. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est pas que les initiatives qui sont mises en place ne marchent pas. C'est juste que comme c'est beaucoup d'obstacles qui sont des obstacles sociaux, de fait, avant de déconstruire des dizaines, voire des centaines d'années de construction sociale très genrée, ça va prendre certainement 1, 2, 3 générations avant que ça puisse se rééquilibrer. Parmi les initiatives, je vais pas rentrer dans tous les obstacles parce que je pense que ça pourrait être trop long, mais parmi toutes les initiatives, il y a des réseaux d'entraide qui se mettent en place depuis 2018. Des réseaux d'entraide qui permettent de justement réunir ces jeunes femmes et qu'elles puissent se sentir en sécurité dans des espaces entre elles, avec des personnes qui sont bienveillantes, ce qui permet de partager, de relayer des informations au sein de ces groupes-là, d'organiser des événements qui font, on va dire, la promotion des femmes dans le secteur de l'e-sport et des joueuses notamment. Permettre de lancer des projets en commun, de sensibiliser aussi le grand public autour de ces questions-là et d'émettre des préconisations et des recommandations. Là, c'est une liste non exhaustive, mais il y en a dans tous les pays du monde, sur toutes les scènes compétitives, dédiées à la fois à la diversité genrée, la diversité générationnelle, l'inclusion des personnes en situation de handicap, la diversité ethnique et ainsi de suite. Il y a aussi des rôles modèles qui sont de plus en plus mis en avant. Ces rôles modèles, c'est donc des personnalités du secteur qui finalement vont inspirer les jeunes femmes qui s'intéressent à cette pratique-là et qui se disent « Ah ben c'est possible ». Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir des femmes qui sont certes des joueuses, mais aussi des femmes qui sont des coachs, il y en a très peu. Des femmes qui sont des manageuses, des femmes qui sont des commentatrices, là aussi il y en a très peu. Et je ne vous parle pas des femmes qui sont dirigeantes de ces clubs, c'est une minorité à travers le monde. Mais comme dans beaucoup de sports, et notamment le football. Donc donner de la visibilité à ces femmes-là, c'est montrer aux autres femmes qui s'intéressent à ce secteur que c'est possible aussi. Donc on commence à avoir donc, des rôles modèles féminins. Et un sujet qui est un peu clivant depuis toujours, c'est la mise en place d'espaces et d'initiatives qui sont réservées aux femmes, que ce soit des championnats réguliers réservés aux femmes, puisque en fait la pratique de l'e-sport, tous les tournois sont mixtes de base, ils sont ouverts à tout le monde. Sauf qu'ils sont ouverts à tout le monde, mais il n'y a que 6% de femmes. Donc il y a des initiatives qui mettent en place des championnats réguliers exclusivement réservés aux femmes et des équipes qui font le choix de ne faire que des équipes entièrement féminines.
Alors bien évidemment, les femmes, elles ne performent pas, notamment dans les e-sports collectifs, elles ne performent pas aussi bien que les hommes. Mais l'idée, c'est justement de développer la scène amateur. Puisqu'elles sont que 6% à pratiquer les compétitions, il faudrait essayer d'avoir plus de femmes qui au moins s'inscrivent à des compétitions. Donc développer la scène amateur, ce qui permettrait de faire petit à petit émerger des talents qui intégreraient les compétitions dites mixtes et qui seraient intégrés à des équipes avec des garçons aussi, ce qui permettrait finalement d'inspirer d'autres jeunes filles, notamment des jeunes joueuses qui à elles-mêmes viendraient finalement s'engager dans les compétitions, ce qui permettrait de massifier, donc on rentrerait dans un cercle vertueux. Et ce qu'on observe, c'est que la mise en place de championnats réguliers, comme c'est le cas depuis maintenant 1 an, notamment sur un jeu qui s'appelle Valorant, un championnat exclusivement féminin, c'est que le fait qu'il y ait une saisonnalité, c'est que on sait qu'il va y avoir des journées de championnat tout au long d'une certaine période. Donc les annonceurs, les investisseurs se disent « Ok, je vais pouvoir avoir de la visibilité pendant au moins 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an. Donc je suis prêt à investir dans ce championnat ou dans cette équipe. » Le fait d'investir de l'argent, ça permet de professionnaliser les joueuses. Le fait que ça les professionnalise, ça veut dire qu'elles sont plus obligées d'avoir une autre activité professionnelle à côté et donc elles peuvent se consacrer entièrement à la pratique du jeu vidéo en compétition, ce qui leur permet d'une certaine manière de rattraper le retard par rapport aux garçons qui, eux, sont déjà professionnels depuis de nombreuses années. Et donc là, il y a 2 équipes, notamment là que j'ai pris en exemple, 2 équipes françaises, donc une dans un club qui s'appelle Carmine Corp sur le jeu donc Valorant, et donc le sponsor c'est Équateur, et ce sponsor permet de professionnaliser ces jeunes femmes. Et chez Team Vitality, qui est aussi une équipe française, un club français, où là sur le jeu League of Legends, le sponsor, c'est les supermarchés Aldi, qui permettent là aussi d'avoir de la pérennité pour la carrière de ces jeunes femmes et de les professionnaliser. Et puis le dernier point, c'est que ces compétitions exclusivement féminines, ces championnats réguliers, c'est que ça donne de la visibilité à ces jeunes femmes. Là, c'est ici... Ouais, j'ai le curseur là. Donc ça, c'est des joueuses qui ont participé à ce championnat dédié aux femmes organisé sur le jeu Valorant, organisé par l'éditeur de jeux Riot Games. Et ça, c'est leur nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait, de la visibilité, c'est important pour ces jeunes femmes parce que ça leur permet aussi d'avoir de leurs propres sponsors personnels et donc aussi d'avoir des revenus qui sont liés à leur activité. Et donc, en l'espace de 3 semaines, du 1er novembre au 22 novembre, sur le temps des phases finales de cette compétition, vous avez les joueuses qui ont participé à cette phase finale qui ont connu une croissance du nombre d'abonnés qui, pour certaines, c'est plus de 200% de croissance. Et donc forcément, ces jeunes femmes qui au 1er novembre étaient totalement inconnues du grand public, en tout cas du grand public de l'e-sport, des fans d'e-sport, en l'espace de 3 semaines, par la visibilité que donnent ces championnats, finalement, elles ont, ça y est, les communautés commencent à les connaître, à les suivre, à suivre leurs performances et ainsi de suite, ce qui peut permettre aussi d'inspirer des plus jeunes joueuses qui se disent « Ah, en fait, c'est possible, on peut y arriver ». Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a plein d'initiatives, il n'y a aucune initiative qui seule changera le monde, clairement. Il faut les multiplier. Et puis il y a urgence, si on était à 40-60, je dis pas, mais on est à 6,94, je pense qu'il y a vraiment urgence. Et toutes ces initiatives mises bout à bout, je crois fondamentalement qu'elles auront des effets. Pour l'instant, on essaie de mesurer leur impact, parce qu'il faut que toutes ces actions elles soient mesurables, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et donc, pour le moment, la réalité, c'est qu'on ne voit pas, pour le moment, jusqu'en 2022 en tout cas, d'influence sur le pourcentage de jeunes femmes qui va en compétition. Ouais. C'est pas un jeu complètement féminin, enfin... Je sais pas comment on peut dire ça. Une pratique féminine ? Oui, voilà, c'est pas obligatoirement. Est-ce que vous sentez il y a des attentes qui ne sont pas, comment on dit, une certaine attente de la part des féminines, mais auxquelles on ne répond pas. Je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ou pas forcément ? Alors, non, c'est une bonne remarque. Je ne crois pas qu'il y ait de gêne du jeu vidéo.
et que ce gène soit sur le chromosome Y. Et de fait, si même il n'y a pas spécialement beaucoup de demandes, alors en plus pour le coup il y a de la demande de la part des jeunes femmes, mais même s'il n'y a pas beaucoup de demandes, vu que c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'inné, qui n'est pas de l'ordre de la génétique, c'est qu'il y a bien un moment où il se passe quelque chose dans notre société qui fait que les femmes s'intéressent moins de manière générale aux sciences dures, à la technologie, à la tech, quoi, aux jeux vidéo, et donc il y a bien des obstacles qui se situent quelque part. Et donc oui, je ne crois pas me tromper en disant que notre société est représentée 51% de femmes, 49% d'hommes, qu'il y ait des activités qui soient un peu plus représentées, enfin où il y a des pourcentages un peu plus de femmes ou un peu plus d'hommes, ça me paraît bien évidemment tout à fait normal, si tant est qu'on peut parler de normalité dans ce cas-là, mais quand il y a un écart aussi important, en tout cas ça soulève des questions, quoi. Et oui, il y a une demande de la part des joueuses, notamment en fait par rapport au fait qu'il y a beaucoup de joueuses qui fréquentent ce milieu-là et qui estiment que le milieu n'est pas du tout accueillant pour les jeunes femmes. Et donc c'est cette idée de la toxicité en ligne dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a une demande, après peut-être pas pour qu'il y ait 50-50, ça, mais de manière générale, c'est que voilà, les métiers liés à la technologie et ainsi de suite sont encore fondamentalement très, très masculins, quoi. Je vois que nous avons encore quelques questions. Bonsoir. Pensez-vous que l'e-sport pourrait être considéré comme une véritable discipline ou un sport? Et pensez-vous que c'est bien pour l'avenir et que ça va durer ou pas? Est-ce que ça peut être dangereux pour le futur? Je te remercie beaucoup pour tes deux questions. Cette question de savoir si l'e-sport c'est du sport, c'est une question qui, à mon sens, révèle plus que l'on ne sait pas vraiment ce qu'est le sport, plutôt que de finalement savoir si l'e-sport c'est du sport. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour comparer, enfin en tout cas pour savoir si l'e-sport c'est du sport, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est que le sport. Et je crois qu'il y a une vision dans l'imaginaire populaire qui est assez réduite, assez réductrice même de ce qu'est le sport. C'est-à-dire que là, si on faisait un petit jeu et que je vous demandais de me citer des athlètes, des sportifs et des sportives, très certainement déjà, je pense que ce serait certainement principalement des sportifs et pas des sportifs qu'on citerait. Et puis, ce serait très certainement des sportifs qui font des activités où il y a une forte dépense énergétique, c'est-à-dire où on voit les athlètes suer. On citerait peut-être des footballeurs, des tennisman, des rugbyman, tu vois, des sports dans lesquels on sue et qu'on voit ça. C'est de fait omettre qu'il y a toute une frange des activités sportives qui ne nécessitent pas forcément une forte dépense énergétique, qui sont même d'ailleurs, c'est pour certaines de ces disciplines, qui sont des disciplines olympiques, qui sont aux Jeux olympiques, comme par exemple le tir au pistolet, comme par exemple le curling, comme par exemple le tir à l'arc, ou encore le golf, qui sont des activités qui nécessitent d'autres compétences que la force, la puissance, l'endurance, la vitesse, et qui nécessitent plutôt la précision, la dextérité, et ainsi de suite. Ce qui n'enlève pas que c'est aussi nécessaire dans les autres sports, mais on a une vision, à mon sens, qui est assez erronée de ce qu'est le sport, que l'on associe forcément à l'idée d'être debout, déjà, alors qu'il y a plein de sports qui se pratiquent assis, et puis de forcément suer, alors qu'il y a plein de sports qui ne nécessitent pas forcément une forte dépense énergétique. Donc je pense que c'est surtout ça que révèle cette question, est-ce que l'e-sport est du sport? C'est surtout que les gens, ils se disent, bah non, l'e-sport on est assis, ça peut pas être du sport. Le sport, c'est forcément suer. Or, il y a même des activités sportives dont le but principal, c'est de surtout pas dépenser d'énergie, comme l'apnée, par exemple. Qu'est-ce qui fait finalement le point commun de toutes ces activités sportives, en tout cas sur cette question, on va dire, de la physicalité, de l'engagement du corps? C'est le fait de déployer une motricité qui soit plus performante que celle de l'adversaire. C'est surtout ça, en fait. C'est le fait de mettre en jeu son corps de manière plus efficace que son adversaire. Par exemple, aux fléchettes, loin de moi l'idée de dire que les fléchettes c'est du sport ou pas du sport, c'est pas ça que je veux dire, mais par contre ce que je veux dire, c'est qu'aux fléchettes, si tu veux être meilleur que ton adversaire, il faut que tu sois plus adroit avec tes doigts. Et pourtant, ce geste-là, ça ne nécessite pas une très grande puissance énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
À ce titre-là, les images, par exemple, les petites vidéos que j'ai montrées où on voyait les joueurs en train de pianoter très vite sur leur clavier, sur leur souris, enfin là en l'occurrence c'est pas des claviers, des souris, mais sur leur manette et sur leur stick arcade. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ça c'est l'équivalent du geste technique du sportif, c'est-à-dire que ça s'entraîne, ça se travaille, et ça c'est pour le coup une dextérité qui est extrêmement nécessaire pour pouvoir prendre l'avantage sur son adversaire, mais une dextérité, ou en tout cas une performance motrice qui est réduite principalement aux membres supérieurs. Un peu comme la pétanque, un peu comme le billard, un peu comme les fléchettes. C'est finalement des activités qui nécessitent une dextérité fine, sans grande dépense énergétique, mais si vous n'êtes pas adroit avec votre corps, et notamment dans votre motricité, vous ne pouvez pas l'emporter, vous ne pouvez pas prendre l'avantage sur l'adversaire. Donc à ce titre-là, je trouve que l'e-sport, en tout cas, est assez proche du sport, parce qu'en tout cas, il nécessite une performance motrice. Cependant, le sport, dans nos sociétés actuelles, hyper modernes, eh bien, le sport, c'est aussi une activité qui est reconnue par des instances dirigeantes dédiées au sport, par des organes de gouvernance du sport. Et en France, les organes de gouvernance du sport, c'est le ministère des Sports et le Comité national olympique du sport français. Et ces deux instances, aujourd'hui, c'est elles qui déterminent plus ou moins ce qui est un sport ou pas. Et d'ailleurs, la plupart des activités physiques cherchent à être reconnues par le ministère des Sports pour pouvoir bénéficier de subventions publiques, pouvoir être reconnues comme un sport, pouvoir peut-être un jour être aux Jeux Olympiques, qui est d'une certaine manière la plus haute reconnaissance institutionnelle pour un sport. Et ça, aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas d'uniformisation, c'est-à-dire il y a des pays qui reconnaissent l'e-sport par leur ministère des Sports, et il y a d'autres pays qui ne le reconnaissent pas par leur ministère des Sports. Et nous, en France, le ministère des Sports ne reconnaît pas l'e-sport comme un sport. Il n'y a pas de fédération d'e-sport, et d'ailleurs, il n'y a pas de volonté de créer une fédération d'e-sport au sein du ministère des Sports. Les acteurs de l'e-sport en France ont fait le choix de ne pas vouloir être reconnus comme un sport. Pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure sur cette question de la présence des éditeurs de jeux qui détiennent finalement la propriété intellectuelle de ces jeux vidéo. Donc, pour le faire plus rapidement, si l'e-sport n'est pas vraiment un sport, c'est pas tant parce que ça ne nécessite pas une expertise motrice que parce qu'en fait les organes qui reconnaissent les activités sportives en France ne reconnaissent pas l'e-sport. Donc libre à toi de savoir si l'e-sport est un sport ou pas, c'est ça que je veux dire. Et sur ta deuxième question, est-ce que l'e-sport c'est bien pour le futur ou pas ? Peut-être mon discours, il peut paraître trop angélique, et je m'en excuse si c'est le cas, parce que j'essaie pourtant d'essayer d'avoir un discours qui est assez objectif, et je ne nie pas toutes les dérives qu'il peut y avoir avec l'e-sport, comme par exemple le manque de diversité, comme tous les problèmes sanitaires que peut engendrer une pratique sédentaire, à rester assis, à une époque où clairement l'Organisation mondiale de la santé émet de fortes inquiétudes sur la hausse du nombre de personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité. Je ne nie pas toutes les dérives qu'il peut y avoir aussi en termes de paris truqués, de dopage cognitif pour les joueurs aussi, qui peuvent finalement prendre des médicaments qui leur permettent d'être concentrés plus longtemps. Je nie pas tous ces problèmes qui peuvent exister aussi dans l'e-sport. Le fait est que soit la discipline, cette pratique, on la laisse se développer sans l'encadrer, et donc on laisse la place à toutes ces dérives, soit on fait le choix de dire « elle est là », j'y suis plus ou moins favorable, mais la réalité c'est que les nouvelles générations grandissent avec cette discipline, la regardent et ont peut-être envie de la pratiquer. Et donc plutôt que de la laisser finalement totalement hors de n'importe quel cadre réglementaire ou juridique et ainsi de suite, essayons de faire des choses pour encadrer la pratique. Et moi je défends l'idée qu'il est nécessaire d'avoir des politiques publiques pour la discipline e-sportive, au même titre qu'on a des politiques publiques sportives. Je prône la mise en place de politiques publiques e-sportives. Alors on en a une au niveau national, qui est une stratégie interministérielle portée par le ministère des Sports et le ministère du Numérique, autour de la formation, de la diversité, du développement économique, de l'activité, et ainsi de suite. Mais je pense que c'est pas suffisant et qu'il faut plus de politiques publiques. Et donc je pense que l'e-sport va perdurer. Et est-ce que c'est dangereux pour l'avenir ? En fait, je pense que intrinsèquement, l'e-sport n'a pas de valeur, ni positive ni négative, mais c'est ce que les gens en feront.
Tout comme le sport n'a pas spécialement de valeur. Le sport a aussi bien servi les pires dictatures et les pires régimes à l'époque du nazisme ou du fascisme, mais ça a aussi, le sport, permis l'émancipation des esclaves grâce à la capoeira au Brésil. Donc qu'est-ce qu'on fait du sport en fait? Et c'est parce qu'on met en place des politiques publiques qui valorisent le sport, qui permettent avec des formations diplômantes, avec des encadrants, des éducateurs, des enseignants d'EPS et ainsi de suite, que finalement le sport, on l'utilise comme un outil qui est bénéfique. Et on évite toutes les dérives qui pourraient être liées au sport. Et je défends l'idée qu'il faut faire la même chose avec l'e-sport. Il faut des politiques publiques pour que on donne des valeurs positives à l'e-sport. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Si. Okay. Merci Nicolas, j'en profite pour dire que puisque nous sommes dans la bibliothèque, anciennement bibliothèque administrative de la ville de Paris, nous avons aussi dans nos collections des ouvrages reflétant ces interrogations sur les liens entre l'administration, la politique et la pratique sportive, ouais, qu'elle soit amateur ou professionnelle. Je crois qu'il y en a encore au moins une question. Leur passe, mais vous n'êtes pas captivants, donc je crois que nous sommes tous un petit peu captivés. Très rapidement, pour ne pas abuser, merci pour les KPI, les chiffres, les données, vos recherches et tout. Et j'ai vite fait regarder sur le smartphone, via votre nom aussi, les réseaux sociaux et tout, donc on a de la lecture, même si j'ai raté le MOOC, c'est pas grave. Très rapidement, pour rebondir à ce que vous venez de dire, chapeau bas, et oui, comme disait le jeune homme, alors le clin d'œil c'est Game Player One, là, le film, mais bon ça c'est de la fiction. Dans la réalité, j'ai vu des pubs à la télé où, si je ne me trompe, alors c'est un peu en mots simples dit monsieur, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, oui, mais on peut bouger aussi. Dans les compétitions, je ne l'ai pas vu, mais vous me l'accordez, je ne cherche pas à avoir raison. Il y a aussi des capteurs, vous savez, il y a des consoles de jeux où il faut bouger, où il y a des ustensiles, des accessoires, je m'exprime mal, qui permettent justement de pratiquer le sport et de se connecter de façon virtuelle à la console. Je ne sais pas si c'est pratiqué dans la vraie vie, mais je pense qu'il y a bon espoir de ce côté-là aussi, avec les inputs, vous appeliez ça, pour bouger concrètement et suer tout en jouant. C'était le simple clin d'œil transitionnel que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup pour cette remarque qui est tout à fait pertinente et tout à fait juste. C'est aujourd'hui des auteurs, donc notamment un auteur qui s'appelle Alain Lauré, défend l'idée qu'on est rentré dans une période du sport numérique connecté. Et cette idée, c'est qu'aujourd'hui, avec des phénomènes de gamification, de ludicisation, pour le dire en français, eh bien, on vient rajouter des aspects ludiques dans la pratique sportive, où justement, dans un premier temps, on va avoir des LED ou des terrains qui sont connectés, mais aussi de la réalité augmentée qui va être projetée sur comme par exemple ici sur des terrains de squash ou encore même sur finalement des murs d'escalade. Et on peut aller encore un petit peu plus loin, donc bien évidemment avec des tapis connectés, des vélos connectés. Mais ce qui devient intéressant, j'y viens ici, c'est quand on commence à justement avoir des jeux vidéo dans lesquels on vient bouger, donc ce que dans la littérature on appelle des exergames, des jeux vidéo, donc c'est la contraction de exercise et gaming, donc des jeux vidéo dans lesquels on fait de l'exercice physique. La Switch, par exemple, cette petite console, aujourd'hui vous pouvez avoir des jeux dans lesquels vous pouvez faire du sport, et donc parce qu'il y a des accéléromètres dans la manette, et bien quand vous bougez la manette, votre avatar à l'écran effectue aussi le même geste, donc ça oblige les gens à finalement bouger, à faire de l'activité physique. Et bien évidemment, on peut aller encore plus loin avec de la réalité virtuelle, avec du tennis de table, par exemple, ou même, j'ai pas internet, c'est dommage, mais j'aurais pu vous montrer des vidéos, mais en réalité virtuelle, où on va pouvoir justement complètement être actif. Et là, non plus simplement actif au niveau des membres supérieurs, mais au niveau aussi des membres inférieurs, et entraîner les chaînes musculaires longues, justement. Et d'ailleurs, on le voit, c'est que même dans le sport de haut niveau, on commence de plus en plus à utiliser ces outils, notamment de réalité virtuelle, notamment à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a plusieurs fédérations sportives qui utilisent comme outil d'entraînement la réalité virtuelle, dans laquelle finalement les athlètes bougent sans mettre en péril leur intégrité physique. C'est aussi ça l'avantage. C'est-à-dire que par exemple pour des sports qui sont particulièrement accidentogènes, comme par exemple la Formule 1,
eh bien, le fait d'utiliser des simulateurs peut être bénéfique, mais aussi des activités comme les gardiens de football qui doivent arrêter des centaines et des centaines de tirs, des fois sur des exercices de temps de réaction et ainsi de suite, de double tâche. Eh bien, on va retrouver finalement ces aspects-là, et donc on voit petit à petit se profiler. Alors c'est de la prospective, je ne sais pas si c'est vraiment à ça que ressemblera le sport à l'avenir, mais en tout cas ça vient s'étendre, c'est une nouvelle offre qui est proposée dans l'offre sportive. Loin de moi l'idée, et même je ne crois pas, je ne pense pas que ces activités-là remplaceront l'athlétisme tel qu'on le connaît, le basket tel qu'on le connaît, mais par contre elles vont venir s'ajouter, de la même manière que les sports des années 70, les sports californiens, le skate, le surf, la planche à voile, à cette époque-là, les gens avaient peur que ça remplace les sports dits traditionnels. Finalement, aujourd'hui, l'athlétisme existe toujours, le basket existe toujours, mais il y a le skate, il y a le BMX, il y a la planche à voile, et ainsi de suite. Et puis, il y aura en plus des sports qui se pratiqueront connectés, dans des univers virtuels, et ainsi de suite, de la même manière que Ready Player One, comme le film de Steven Spielberg. Oui. Je crois que nous pouvons vous remercier encore très chaleureusement, Nicolas.